Je vous l'accorde. De temps en temps, je suis taquin et ça ne plaît pas à tout le monde. Il y en a qui se divertissent, ils en rient. D'autres à qui je fais des reproches, qui en mangent leur chapeau et viennent à érupter de colère, insultes, menaces, et on peut passer encore d'autres travers. Et il y en a certains qui sont venus me voir et qui m'ont dit Féno, arrête-toi là. On a très bien vu ce que tu nous as proposé jusqu'à maintenant, des analyses sérieuses, des conseils de lecture, mais également par différents prismes, tu nous as abordé l'actualité. Alors, cesse avec ces imposteurs. On sait qui ils sont, ce qu'ils représentent, leurs mensonges. Et moi, je vais vous répondre à tous aujourd'hui. D'accord? À ceux qui m'ont dit c'est bien, t'as fait le taf sur les imposteurs intellectuels, Rudi Reichstadt, tu l'as poussé jusqu'au bout, au point où il a carrément fait sauter des informations sur l'Union européenne que t'avais dévoilées, ou encore aujourd'hui il est dans l'impasse liée à certaines notices sur son site Conspiracy Watch. Donc t'as fait le taf. Haute Favre, c'est pareil. Tu continueras peut-être, mais t'as fait le taf. Déjà, t'as exposé sa malversation par rapport aux productions qu'elle a effectuées sur l'insécurité et l'immigration, sur l'utilisation de jeunes dont elle va dans les écoles et en fait elle fait le recrutement pour après faire le travail à sa place et créer des synthèses qu'elle revend à Arte ou à Babel Prod, t'as fait le taf. On voit que tu dénonces ceux qui sont dans un prisme de la pensée universelle. Donc ton objectif, c'est pas d'en faire de même pour les autres, de leur dire tu n'as pas le droit de penser entre les lignes, tu n'as pas le droit d'être en dehors des clous. Exactement, vous êtes dans le mille. Ceux qui avaient pensé comme ça, vous avez totalement raison. Je ne suis pas là pour censurer. En fait, toutes les critiques que j'ai effectuées, c'est pour ramener les gens au meilleur. On peut tous, en réalité, s'améliorer, progresser. Mais c'est comme quand on est gamin. Quand on fait des conneries, quand, quelque part, on s'éloigne de notre perspective d'évolution, parce qu'on va zoner, parce qu'on commence à être dans la méchanceté, ou encore parce qu'on peut être dans le mensonge. Les parents, ils sont autoritaires, ils mettent un cadre. Que ce soit pour l'apprentissage, que ce soit par certaines règles pour vivre avec les autres en communauté, ou encore pour notre bien-être. Peut-être que j'ai échoué sur certaines de mes critiques trop ad hominem, mais je pense quand même en avoir fait progresser plus d'un, en avoir bousculé certains pour les remettre à la lecture, d'autres pour organiser leur direct et arrêter de mélanger le vrai du faux, même s'ils ont encore leur travers. Et aujourd'hui, c'est là, c'est mon sujet. La critique de l'homme du XXIe siècle. L'homme moderne. Celui qui veut s'affranchir du travail parce qu'il trouve que c'est de l'esclavagisme et qui veut se professionnaliser dans des branches plutôt liées au loisir. En l'occurrence, se présenter en géopolitologue, expert en géopolitique, ou encore dissident qui va s'échapper de la société pour créer sa propre micro-société. Donc permaculture, indépendance énergétique, sortie de ce cycle, voyez-vous, de consumérisme, du capitalisme. Je prends deux cas de figure aujourd'hui. Loup Divergent, que j'ai exposé pour ses mensonges à répétition, pour ses malversations, parce qu'en fait, il n'est au tout début de sa propre bouche. Je vous propose en groupe la dalle. Jamais il n'y aura de relation entre vous et moi, donc auditeur, spectateur, et là, en l'occurrence, c'était Loup Divergent qui parlait, sur un rapport financier. Puis au fur et à mesure, un Tipeee s'est ouvert, c'est pas un problème. Là où c'est grave, c'est qu'il a joué sur une sorte de précarité, en disant je peux plus manger, je vais bouffer un pigeon, s'il vous plaît, aidez-moi, par les Discord. Il a rameuté des gens, ils lui ont donné gentiment, et puis il a vu que il avait réussi à manipuler. Parce qu'à l'époque, il était dans tout ce qui était programme neurolinguistique, ingénierie sociale, et il a travaillé de ça, il en a usé contre ceux qu'il était censé réinformer. D'accord? Donc il a pris un peu d'argent, c'est pas un problème. Jusque-là, j'avais toujours pas critiqué. Hein. Là où j'ai critiqué, c'est quand il a commencé à mélanger le vrai du faux et qu'il a déclaré que c'était un travail ce qu'il faisait. Et j'ai fait la même critique à Alixator. Oui, je mets ça, mais jamais ça sera un travail. Et au fur et à mesure, en fait, ils en sont venus à faire des répétitions de semaine en semaine, en disant toujours la même chose, en n'apportant jamais aucun nouveau élément, que ce soit des articles, voyez-vous, où ils vont émettre une propre opinion, pas une répétition de ce qui se situe sur des blogs ou encore des vidéos existantes. Ils ne sont même pas dans la capacité de faire des présentations d'ouvrages. Et c'est là où j'ai tenté de les bousculer. Créer un électrochoc.
Parce que, à la base même, quand on était sur Internet, et moi, les premiers directs où j'intervenais avant même que je fasse le relais, parce que je me suis mis à produire bien après, on intervenait 1 à 2 fois par semaine, on se réunissait tous sur différentes chaînes et on se mettait en confrontation. On débattait, on donnait nos opinions. Et des fois, on pouvait être comme ça en désaccord. Ça créait du débat. Aujourd'hui, ils se sont mis dans des états débat. Ils veulent que du plaisir, entre guillemets, jouir, et rien de plus. Ce qui mène à la branlette cérébrale qu'ils produisent. Et malheureusement, ils mènent tout le monde vers le bas. Il y en a certains, ça fait 3 ans qu'ils font ça, 4 ans. Ils prennent tous les mois des gros chèques. Il y en a d'autres, ça fait plus de 10 ans, quasiment. Passer d'un antisémitisme à nous dire qu'aujourd'hui, être antisioniste, c'est être antisémite. Enfin, excuse-nous, c'est pas parce qu'à l'époque, Alixator, tu as fait l'erreur, toi, de voir que des juifs méchants, mais pas comprendre ce qu'était par contre la méchante politique sioniste, qu'aujourd'hui, tu dois, comme ça, par, encore une fois, un endormissement, dire on ne peut pas critiquer le sionisme parce que sinon on est antisémite. Toi, qui te permet de justifier la mort de bébés palestiniens en disant c'est qu'une propagande du Hamas. Alors que la réalité, c'est peu importe, des enfants morts, des femmes mortes, on n'a pas à légitimer ça. Il n'y a pas de dommages collatéraux. Comme j'ai fait le reproche pour Morano. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer ma critique avec 4 ouvrages, 2 figures, Alixator et Loup Divergent, parce qu'ils se sont rejoints les deux sur une chose. C'est là où je vous dis, des fois, on voit les récurrences de certains comportements, ou encore de propos préconstruits qui viennent juste à renvoyer sans réfléchir. Donc, pour exposer ma pensée, c'est ces gens qui critiquent le capitalisme, l'inégalité, la lutte des classes, quand dans un même temps ils critiquent le socialisme. Voyez-vous, ces gens qui veulent sortir de la société, mais qui usent de tous les services qui existent, voire des fois s'accaparent des biens. Et c'est en dichotomie totale. Et pour Loup Divergent, à l'époque, je l'avais exposé en lui disant « Attends, tu critiques Klaus Schwab ». Donc, 4e révolution industrielle, un livre qu'il n'a pas encore lu, mais que je lui souhaite en tout cas de découvrir, où dedans, ce qu'il est censé combattre par ses vidéos, Nouvel Ordre Mondial, le côté de tout ubériser, de mettre les villes sous surveillance, de robotiser, automatiser, mais il en est venu en faire la promotion, en disant que travailler, c'est être un esclave. Parce qu'ils sont dans cette incapacité d'être mouvants. Pour eux, tu rentres dans une entreprise, tu y as vie. Tu as signé un CDI, tu ne pourras jamais le rompre ou tu ne pourras jamais monter en grade. Tu es condamné. Et c'est là où ils font une erreur. Parce qu'ils voient la société ancienne dans un monde moderne. Où, aujourd'hui, tu n'es plus dans l'obligation d'être avec un CDI, à moins que tu veuilles être propriétaire. Mais auquel cas, c'est une question de choix. Et ça revient à ce que je disais il y a déjà 5 ans. Je suis encore jeune, hein, et j'ai encore à apprendre. Mais déjà à l'époque, j'avais compris une chose. C'est une question de choix. Si par exemple, tu te mets avec une femme et que tu ne te protèges pas, que tu as un enfant, c'est un choix. Tu pouvais anticiper, prendre des pilules ou ce genre de choses pour la femme ou encore des protections autres pour les hommes. C'était un choix. Si tu ne l'as pas fait, c'était pour un plaisir, mais tu savais les conséquences que ça allait avoir. C'est ce qui s'appelle être un humain responsable. Sinon, tu es un pur gauchiste, tu es un produit de ce nouveau monde qui souhaite seulement la servitude et qu'on lui dicte tout ce qu'il a à faire. Et qui n'accepte pas la vie. C'est-à-dire une action et derrière ça entraîne des... Vous voyez, la cause à effet. Il y a une action et ça entraîne des effets. Tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas? Si tu pars du bon constat, tu es dans l'ordre naturel. Tu l'as compris. Tu as ta réflexion, tu as ta pensée. Donc, quand tu fais une action, tu sais qu'il y a une réaction. Quand tu te mets avec une femme, tu fais l'acte. Si tu as un enfant, tu ne peux pas dire « Ah, mais on n'avait pas prévu que l'enfant arrive. » Tu savais qu'il y avait une probabilité que ça s'établisse. Donc, derrière, qu'il fallait également prévoir, puisque tu es un être responsable, doué de pensée, d'avoir une situation propice pour accueillir l'enfant. Et comme ça, je peux continuer sur bien d'autres choses. C'était des pensées que je donnais à l'époque. Et on disait, mais non, c'est pas comme ça, tu sais, dans les rapports, tu ne penses pas toujours. Ok, peut-être que tu ne veux pas toujours réfléchir à ce qui arrivera après, mais c'est parce que tu l'as voulu. C'est une question de choix. Et on en revient toujours à ça. Et même si on s'en remet en tant que croyant à la Bible,
C'est une question de choix, de faire le bien ou le mal. Et pour le discernement, par contre, tu as besoin d'un enseignement. Et c'est là où tu as besoin de critique. Tu as besoin d'être aiguillé par tout le monde. Mais après, tu fais ta propre, comment dirais-je, séparation, ta sélection. Mais regardez, si j'en venais là, c'est pas. Je me suis mis une petite note. En fait, c'était gérer son budget. Et ça m'a été reproché. Avant qu'on parle du capitalisme et qu'on rentre plus en détail avec les supports et dans ce qui a été annoncé par ces gens. Donc, Loup Divergent, comme Alix Sator, critiquent le capitalisme, mais se font entretenir à grands frais par la société. Parce qu'avant qu'il y ait des dons, Loup Divergent, c'était du RSA et compagnie. Il vivait, bref, sur un terrain qui ne lui appartenait pas, donc entretenu toujours par les autres. Le Alix Sator, c'est des APL, c'est du RSA, et ce depuis des années. Et il y a les preuves. Je ne critique pas les gens qui perdent un emploi, qui tombent dans la paupérisation, vous voyez, cette pauvreté, cet asservissement, et qui à la fin en viennent à relâcher, perdre espoir et quittent un emploi ou encore se font licencier économiquement. Des choses qui peuvent arriver. Par contre, quand tu te confortes dans cette situation, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans passent, là c'est un choix. Tu as décidé de te faire assister par la société. C'est pas que tu subis une mésaventure ou un phénomène qui se produit comme ça dans ta vie qui était imprévu. Là, c'est toi qui décides de rester aux frais de la société. Donc tu ne peux pas en même temps critiquer le capitalisme quand tu te sers de son modèle établi pour tous les mois avoir une paye qui tombe, aller consommer sans produire. On va en revenir après à Marx et compagnie. Donc moi je disais, il y a peut-être 4 ans de ça, vivre avec 1 200 € pour une personne seule, tu peux le faire en France. C'est-à-dire que tu n'auras certes pas la luxure, les loisirs, les voyages comme tu le souhaites, mais tu auras un toit sur la tête. Tu auras de quoi manger dans ton assiette. Tu pourras tout de même te vêtir. Et puis tu auras accès à l'hygiène, tout ce qui est donc du nettoyage ou encore de ta propre hygiène corporelle. Vous voyez, ce qu'il faut pour se brosser les dents, bref, tout ce qui s'ensuit. Tu auras suffisamment d'argent pour ça. Donc tu seras déjà dans une condition bien meilleure que ce qui a pu exister par le passé et même pour certains seigneurs de d'autres époques. Donc comment déjà toi, en être moderne, tu peux te plaindre de ta situation en te comparant et en utilisant un terme, par exemple, d'esclave, si tu dois aller travailler dans une entreprise. Quand, aujourd'hui, il y a des droits du travail. Ou encore, pour être plus explicite, tu es à un 35 heures, en général pour 1 200 et aujourd'hui même un peu plus. Donc 35 heures, c'est-à-dire que derrière, ça te laisse du temps pour toi, pour te cultiver, pour faire des sorties, pour faire ta popote ou tout ce qu'il en est, tes activités personnelles, en dehors du professionnel. Et que la plupart des travails, même s'ils sont pénibles, que ce soit remise en rayon, conditionnement, ce genre de choses, tu as une cadence, mais qui reste tout de même soutenable. Sinon, certaines femmes ne pourraient même pas exercer les métiers. C'est de dire. Et après, on parlera de la concurrence homme-femme également dans le monde de l'emploi. Mais ça prouve déjà que ces gens qui critiquent le travail en disant que tu es soumis à un patron, que de toute façon c'est une condition ouvrière, que tu seras seulement 15 sbires, c'est parce qu'ils n'ont jamais voulu évoluer, faire de formation pour commencer à avoir une perspective de carrière. Non, c'est seulement ils veulent rester dans une condition ouvrière pour pouvoir se plaindre, pour après se retourner contre l'État ou contre le salaud de patron et les bâtards de bourgeois. En disant sont des feignants quand eux seraient toujours à l'activité. Mais c'est bizarre parce que je vois de plus en plus de profils comme ça, pouf, 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 qui émergent partout, qui se plaignent, mais qui, dans la plupart du temps, quand tu creuses sur leur expérience professionnelle, sur ce qu'ils ont apporté à la société, sur ce qu'ils ont véritablement enduré par le travail, je suis désolé, mais ce qui en ressort, c'est un feignant. Moi, les profils qui, va dire, sont dans des branches un peu plus difficiles que tout ce qui est de la bureaucratie, de l'administratif, vous voyez, des choses tertiaires auxquelles aujourd'hui, alléluia, je peux accéder entre guillemets, parce que à l'époque, j'ai travaillé, moi, dans le conditionnement, cueillette de muguet, maraîchage un petit peu, tout ce qui était également, vous voyez, c'était des missions de 3 mois, 6 mois, ça a été également dans la remise en rayon. J'avais entamé même des formations dans ça, entre guillemets, pour après avoir un bac pro commerce par la filière comme ça en alternance, payer des miettes de pain. Parce qu'à l'époque, l'alternance, quand j'y étais au niveau de la remise en rayon, j'étais à peut-être 600, 700 balles, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment
C'était des miettes de pain. Et 2 semaines sur 3, je travaillais. Et la 3e semaine, donc en cours, etc. Donc comment des gens qui, eux, sont sortis de ce cursus et sont soit en CDD, soit en contrat intérimaire, ou bien en CDI, et ont une sécurité, entre guillemets, derrière, touchent des 1300 euros, peuvent se plaindre de cette condition? Que ce ne soit pas agréable, je l'entends, mais quiconque s'en donne les moyens pourra en sortir. Et s'il n'existait pas ces postes, ces ouvriers, tu pourrais aller dans le magasin, avoir des rayons avec un beau facing, bien rempli, avec la logistique derrière qui a amené tout un tas de métiers encore à exister. Les transporteurs, ceux qui font également le conditionnement, mais après par la suite, ceux qui sont en train de déplacer les palettes, ceux également qui vont les mettre en réserve et puis après qui vont les ramener en rayon, ceux qui passent les commandes, bref. Et là, on comprend qu'il y a, vous voyez, toute une organisation qui est présente. Et où chacun a son petit rôle. Parce qu'il ne peut pas tout faire. Il n'est pas polyvalent. Mais par contre, s'il veut aller épouser un autre métier, il peut faire une formation. Soit financée aujourd'hui par le CPF, soit par la région, soit par Pôle emploi. Il y a énormément d'aides qui existent. Celui qui se dit condamné, c'est qu'il a décidé ainsi. Et qui ne s'en donnera pas les moyens. Vous voyez, c'est comme l'alcoolique. L'alcoolique qui commence un peu, on le prévient, attention, t'es en train de sombrer. Et il continue. Puis un jour, il dira, vous voyez, cette société qui m'a permis d'aller dans le magasin et de tous les jours dépenser mon argent et de prendre ma bouteille. Regardez l'ivrognes. Et c'est de la faute de qui? C'est de la faute de tes parents? C'est de la faute encore de ton voisin? C'est lui qui t'a carrément mis la bouteille comme un biberon? Assumez vos actes. Et c'est là l'homme du 21e siècle qui est désenchanté. Il n'est plus incarné. Tout ce qu'il fait, c'est pas de sa faute. C'est l'autre. Mais c'est bizarre parce que ces gens veulent donc se voir patriotes, alpha, entretenant la famille, ayant une dignité. Pour d'autres, indépendants de la société. Mais ils sont en dichotomie totale. C'est là où j'en venais. Donc, le problème, c'est la répartition. Ça, on peut s'accorder dessus. C'est la redistribution, mal gérée, par un État qui veut toujours s'immiscer dans plus d'affaires parce que les escroqueries continuent à augmenter, les gens veulent en faire le moins possible et en prendre le maximum. Ils veulent la condition bourgeoise sans, on va dire, tout le côté néfaste qui va avec. Donc ils veulent se faire entretenir soit par le RSA, plus les APL. Et il n'y a pas de question de comment je vais payer mon loyer comme un vrai travailleur. De toute façon, l'APL tombera, le RSA également. Et dans le même temps, comme ils ne possèdent rien parce qu'ils ne travaillent pas pour beaucoup, ils vont aller critiquer ceux qui s'en sortent un peu, qui sont devenus propriétaires. Ou encore les bourgeois propriétaires également. D'accord? Le Alixator nous dit, comme Ludwig Verge, mais comme d'autres, travailler, c'est être esclave de la société. Ça signifie que quand ils s'adressent à leurs auditeurs et qu'ils leur disent « donnez-moi de l'argent », et qu'ils t'expliquent « non mais ce ne sont pas des gens dans la précarité, dans le besoin, avec la hache, le RSA ou encore à la retraite avec de faibles revenus », ils te font entendre que souvent ceux qui les suivent, c'est des personnes à 1005, 2000 ou plus encore, et qui sont des actifs. Donc tu es en train de les insulter en fait, les gens qui t'écoutent. Tu les prends pour tes merdes. Tu dis qu'ils sont soumis à un patron et en même temps, toi tu te déclares être leur patron. Et donc tu leur demandes des finances. Mais l'hypocrisie. Qu'est-ce que tu apportes? Toi ou l'autre d'ailleurs, ou encore ceux qui se sentent visés. Quelle est votre plus-value pour la société? Loup Divergent, par exemple, lui, son rendez-vous du week-end, ça y est, c'est un événement. C'est un show, c'est un divertissement. C'est plus réinformer comme à l'époque, être scandalisé et voir comment on pourrait se rassembler et par des réunions après exposer ce qui ne va pas et des constats, peut-être d'ici 5 ans, 10 ans ou autre, voyez, voire à long terme, trouver quelques solutions. Exposer des revendications avec des principes de loi ou ce genre. Non, rien. C'est juste dénoncer pour se divertir, fumer les renoufs, ce genre de choses, boire son petit apéro devant parce que de toute façon, ils ont la vérité. Et en plus, ils te mélangent. Des fois avec des articles de blog. C'est quand même dingue. Et donc, voilà. Ils veulent les conditions
alors que ce sont des inactifs, des assistés de la société. Donc, je m'étais mis une petite note. Ils se permettent de nous critiquer. Ils sont contre le mondialisme, le fait de ce social, de lois qui sont mises à l'international, qui veulent tout réglementer et nous imposer quelque part un ordre économique, une politique, voyez, comment dirais-je, un chemin à suivre. Mais de l'autre, ils font tout pour alimenter le mondialiste. C'est-à-dire la mondialisation plus précisément, pas le mondialiste du mondialisme, celui qui est dans la consommation, dans le fait d'aller produire à l'extérieur, à l'étranger, parce que ça revient moins cher. Et combien sont hypocrites vont vous dire, donc ils critiquent le capitalisme, mais ils s'en servent. Par exemple, ils vont commander sur AliExpress, Temu, alors ils vont se faire offrir des casquettes, les autres vont se commander des draps avec l'effigie d'un loup qui a été fait en Chine par des gens qui sont en exploitation, en sous-nutrition. C'est bien d'autres encore phénomènes comme ça. C'est utiliser des plateformes comme Tipeee. Donc derrière, dénoncer l'esclavagisme, mais utiliser des sociétés qui ont des employés pour fonctionner. Et je peux donner encore plein d'exemples pour appuyer mes propos, mais je vous réserve le meilleur pour après. N'hésitez pas à avancer pour ceux qui trouvent que ça tire en longueur. Donc, Alixator nous a dit qu'il s'en foutait. Il s'asseyait, il mettait, comme il disait vulgairement, ses couilles sur la morale, parce que personne n'a à lui donner des ordres, personne n'a à lui faire des reproches. C'est le boss. Louis Divergent, c'est pareil. Lorsque les critiques ont été effectuées et que malheureusement j'ai été peut-être trop dans l'invective et pas assez constructif sur ce que je voulais mettre en place, lorsqu'on a eu un échange, je l'ai quand même mis KO sur le fond. D'accord ? C'est-à-dire sur les idées, sur le fait que c'était un menteur, c'était quelqu'un qui disait quelque chose un jour et le lendemain venait à se contredire. C'est, encore une fois, un opportuniste. Il s'est présenté, on va dire, un bon moment, une bonne brèche, il a fait sauter certains contacts et, vous voyez, ça construit rien, quoi. Le Maximus, c'est pareil. Ça présente des livres, mais en fait, ça ne les a pas lus. Ça s'affiche, vous voyez, c'est toujours dans la posture. Mais il n'y a rien, c'est des créations artificielles. Si on creuse sur ce qu'il y a véritablement, sur ce qui provient d'eux, ou encore sur, voyez-vous, ce qui les apporte, c'est vide, c'est creux. Toc, toc, vous voyez, on a l'impression que c'est du placo, quoi. C'est rapidement fragile et ça se casse, d'ailleurs, très rapidement. Et donc, Alixator qui dit qu'il s'assoit sur la morale, moi je dis un être sans morale ne peut pas s'accomplir. D'accord ? Je t'ai exposé dans l'imposture de ce que tu disais, que tu étais patron, que tu avais 9 employés, qu'est-ce que tu nous as encore sorti comme connerie, que tu descendais d'un des plus grands génies de France, que tu avais un quotient intellectuel supérieur, quand tu n'arrives même pas à faire la différence entre de l'épargne et de la prévoyance, quand encore tu t'échoues en disant que l'antisioniste, c'est être antisémite. Et j'ai plein, voyez-vous, je peux comme ça exposer tous les faits. C'est comme Louis Divergent qui nous inventait un moment d'Ivoque, c'est égal d'e-book, en fait le Covid c'est des démons, enfin bref, de l'artificiel à la réalité. Et ces gens donc anticapitalistes veulent absolument profiter du système. Et c'est là où j'en viens, parce que vous n'avez rien fait pour vous élever, vous critiquez un système alors qu'en fait vous rêvez qu'une seule chose, c'est que cette dystopie se réalise pour que comme ça tout soit robotisé, automatisé, que vous n'ayez jamais à travailler de vos propres mains et que vous fassiez entretenir par un revenu universel. Vous êtes le premier à les dénoncer, ces revenus universels, ces robotisations, automatisations, alors qu'en fait vous voulez seulement l'accomplissement. Et d'ailleurs on le voit même avec Géopolitique Profonde, TV là, et je ne sais plus comment il s'appelle son présentateur. C'est arrivé maintenant, donc pendant des années ils ont parlé des malversations, de la destruction d'identité, du mondialisme, de cette exploitation de l'humain, de bien d'autres choses encore, et ils en arrivent maintenant à dire qu'il faut détruire la société. Il faut tout précipiter. Ils sont seulement des agents en fait, inconscients de cette action, on va dire, internationale, de socialistes. Ils critiquent les socialistes, mais ils sont socialistes. Et je vous reprendrai après, si vous souhaitez, l'étude sur les réformateurs, parce que c'est exactement ça. Ils vivent dans une sorte d'utopie, ces gens. Donc commençons par Marx. Page 17. J'avais mis la valeur d'usage et justement la valeur en échange.
La valeur d'usage est, comme on le sait, la valeur utilitaire d'un objet, l'intérêt qu'un consommateur peut tirer de l'utilisation d'un produit, alors que la valeur en échange est l'équivalent en d'autres biens ou en argent de cet objet. Ces deux valeurs s'opposent, elles sont en raison inverse l'une de l'autre. Ce qui a le plus d'utilité a souvent le moins de valeur économique et inversement. Et on le voit, ce qui est le plus utile pour un être humain, c'est l'alimentation, et c'est ce qui coûte moins cher comparé à un produit industriel, voyez, une voiture, un ordinateur, ou une tasse, ou ce genre de choses. L'alimentation coûte moins cher. Après, on en consomme, on va dire, comme c'est des ressources qui s'épuisent, on viendra toujours en fait à en racheter. Mais derrière, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est la valeur d'utilisation et la valeur d'usage, plus précisément, comme la valeur utilitaire. Et par la suite, il va parler de la valeur après constituée. Page 18. Ainsi, parce que le travail consiste d'abord à produire les moyens d'existence, à subvenir au nécessaire, on ne dira qu'une société juste est celle où, je le cite, l'utilité fonde la valeur, le travail en fixe le rapport, le prix est l'expression qui traduit ce rapport. Fin de citation. Avec l'idée de valeur constituée, de valeur, je cite, comme représentation du travail et principe de comparaison des produits entre eux. Fin de citation. Nous avons donc la synthèse, le syllogisme, mineur, majeur, et maintenant l'idée positive de cette conclusion. Donc c'est l'idée positive et complète, qui résout la contradiction économique fondamentale. Fut une époque, nous n'étions pas en accord sur l'argent, sur, on va dire, les moyens économiques utilisés. Donc on était dans le troc, et on passait par plein d'intermédiaires. Puis on a vu que bon nombre s'en mettaient plein les poches et qu'on avait du mal à accéder à notre besoin, au service même qu'on désirait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a travaillé sur des monnaies, enfin de l'argent d'abord, qu'on a fait, voyez-vous, marquer à certaines effigies, puis on en est venu après à des valeurs reconnues par nation, et maintenant à ces groupes, on va dire, monétaires, euros, dollars, yuan, ce genre de choses. Donc, on a axé le travail sur le temps qu'on y met, d'accord ? La marchandise sur le travail, le temps qu'on y met pour derrière faire un rapport de tout ça avec l'argent. Combien rapportera le produit final ? Combien de temps ça a nécessité ? Les bénéfices qui doivent être en tirés et ce que l'ouvrier a mis en temps pour le produire. Et donc derrière, on peut voir ce qu'on lui rétribue, entre guillemets. Page 35. Marx fait deux reproches à cette idée. Le premier conteste à Proudhon la paternité de cette découverte. C'est en effet Ricardo qui est à l'origine de la détermination de la valeur par le temps de travail. Marx cite abondamment les textes de Ricardo et des autres économistes anglais, notamment Smith, pour confirmer son propos. Ce procès en reconnaissance de paternité débouche sur une longue citation de Bray dont Proudhon ne serait que la répétition. Le deuxième reproche est plus fondamental, puisqu'il conduit Marx sur les chemins de son œuvre ultérieure, dont on peut dire qu'elle est tout entière centrée sur le problème de la valeur en tant que fondement de l'économie. Marx reprend à l'économie politique classique, Smith et Ricardo, l'idée que la valeur économique est déterminée par le temps de travail et non par l'offre ou la demande ou la rareté. Lui veut que le temps de travail détermine le prix d'un produit, et non sa rareté sur le marché qui viendrait à le faire gonfler. Et il voit créer des effets de spéculation par la suite. Ainsi, l'échange, donc par la rareté, la demande, vous voyez, on crée un besoin par la propagande, donc derrière, par cette ingénierie, on augmente le prix et peut-être on en augmente également la rétribution, le revenu pour ceux qui travaillent dessus. Ainsi, l'échange, qui suppose la comparaison et l'équivalence, comme l'avait déjà montré Aristote et comme le redit Proudhon, combien de clous valent un sabot, est rendu possible, selon ces mêmes économistes, par la conversion de toute chose en son équivalent en temps de travail. Et c'est là après où la question se posera par la suite, dont on reviendra, est-ce que mon temps de travail vaut ton temps de travail ? Quelles sont les différentes expertises au sein d'une même entreprise, ou encore de concurrence, voire de métiers différents ?
Et c'est là où, dans cette société à, à la loup divergent ou à la Lixator, toute parole se vaut, entre guillemets, même s'ils se sentent supérieurs pour certains, et c'est-à-dire qu'ils peuvent se confronter à un médecin. Ils s'estiment au même niveau. Et donc, s'ils font un travail, ils souhaiteraient avoir à peu près les mêmes revenus. Pourtant, l'un sauve des vies et l'autre va peut-être mettre en carton des outils. Et là est la différence. L'un s'est donné les moyens par les formations, par les années d'études et par un temps à nouveau qui nous ramène peut-être à une certaine valeur non marchande, mais quand même à un temps consacré. Et l'autre qui a préféré se divertir et à la fin demande la même reconnaissance. Et après, ça vient donner des leçons en disant petit slip ou l'autre égo surdimensionné ou le besoin de reconnaissance pathologique. Valeur économique, donc par le temps de travail, qui nous mène après à la suite de ça à la lutte des classes. Et on en arrive donc à ceci, cette page 39, s'appuyant sur des faits, Marx veut faire une critique objective, en quelque sorte scientifique de Proudhon. Et dans toutes ces pages, on sera frappé par l'importance des références historiques, techniques et économiques. On sait que Marx lisait énormément et remplissait par dizaines des cahiers de notes que l'on retrouve sous la forme d'un appareil de citation considérable. Les formules, je cite. Si M. Proudhon avait lu, ou nous renvoyons M. Proudhon à, fin de citation, reviennent fréquemment, qui témoignent du mépris de l'universitaire et du travailleur acharné pour le style verbeux et l'approche sans rigueur de, je cite, l'autodidacte maladroit qui joue les érudits. Fin de citation. Le dernier chapitre de Misère de la philosophie porte sur la pertinence des coalitions et des grèves dans la lutte ouvrière et va permettre à Marx de conclure sur le thème central de la lutte des classes. En effet, lorsqu'il achève le texte, Marx est à quelques mois de la publication du manifeste qui marque son entrée dans l'action politique et dans le double cheminement théorique d'un côté avec les recherches qui mèneront au capital et pratique de l'autre avec son engagement dans la première internationale. Le manifeste, rédigé avec l'aide d'Engels, avait pour fonction de déterminer clairement la position des communistes face aux autres mouvements ouvriers. Donc le communisme, c'est on produit ensemble et on met le tout en commun. Il n'y a pas l'individualisme qui prime. C'est au contraire. On fait tous un bloc. Mais ce qui est étrange, c'est que dedans, dans ces idées-là, on fait tous un bloc, on se partage en commun, mais ils ne parlent jamais des feignants. Parce qu'ils sont vraiment dans une utopie, c'est-à-dire chacun se met à son propre rôle. D'ailleurs, au passage, on est à nouveau dans une répartition de tâches pour que ça puisse fonctionner. Donc tu es asservi, quoi. Tu es esclave là aussi dans cette condition. Tu es même plus esclave parce qu'il va être difficile pour toi d'être réorienté dans une branche que tu souhaiterais si celle-ci est déjà comblée et qu'il n'y a pas de concurrence puisque le communisme, c'est le monopole. Et derrière, ça entraîne des armées de bureaucrates qui doivent justement statuer du bien commun, de tel poste occupé par qui, de la rétribution, du contrôle pour voir si chacun fait bien ce qu'il a à produire ou encore s'il se comporte dignement. Et c'est proposé en fait insigneusement par les deux figures que je vous ai citées tout à l'heure, qui se veulent en contradiction avec ce modèle. Et Marx, comme d'autres philosophes du socialisme, et d'ailleurs on en avait cité un, dans celui-ci qui était parti fonder Harmonia, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais en fait la société en harmonie au niveau des États-Unis, et il avait échoué, il avait remis ça sur le profil des gens qui étaient venus s'associer à son projet en disant c'est de leur faute si ça a échoué. C'est bien, tu viens de comprendre en fait les comportements humains. L'être humain, à tout moment, il peut déraper. Il est incontrôlable. Il est maître de ses actes. Et ces socialistes n'arrivent pas à accéder à ça, à cette pensée-là. Donc, si on rentrait de la solidarité, dans ce mouvement qui ne veut pas être fasciste, qui est contre ça, qui est contre le travail forcé aussi. Mais dans ces cas-là, comment tu fonctionnes? Là, si on sortait du capitalisme, du modèle actuel, et que les gens arrêtaient de produire, il se passerait quoi? Au nom de la revendication d'un bien commun et de ne pas être esclave d'un patron, d'un salaud de bourgeois. Il se passerait que ça serait l'anarchie en fait. Ça irait voler.
il n'y a plus de police. Pourquoi ils iraient travailler? Et surtout, pourquoi la police existe dans un régime, entre guillemets, qui se veut antifasciste? Puisque de facto, les gauchistes, c'est toujours le, le méchant policier, vous voyez. Il faudrait qu'il soit désarmé et qu'il fonctionne que par la parole. Même face à ceux qui tuent, même face à ceux qui viennent cambrioler. C'est pas bien. Viens écouter ton sermon et tu pourras repartir à tes occupations. Ça ne tient pas la route. La réalité les ramène toujours dans la bave du réel. C'est-à-dire que quand nous sommes passés de chasseurs-cueilleurs à agriculteurs, éleveurs, dès cette période-là et qu'on a fait un accroissement de la population, chacun doit justement ne pas peser sur l'autre. C'est-à-dire qu'il doit produire de sa propre main ce qui va le nourrir, ou en tout cas participer à la société. Offrir ses capacités pour pouvoir bénéficier de ce que les autres aussi ont à offrir. Ont à mettre comme ça, voyez-vous, en commerce. Ou en rapport, en tout cas, d'humain à humain. Donc, pour moi, le mauvais comportement, c'est celui justement aujourd'hui qui profite du système. On avait d'ailleurs dans les vertus chrétiennes, je crois que c'était la lettre aux Corinthiens, qui disait, même lorsque vous vous rendez chez tel ou tel frère, voyez-vous, apportez votre nourriture quelque part, ne soyez pas en fait un fardeau pour eux, parce que déjà, nous avons assez à faire avec la solidarité, celle qui mérite d'être présente, ceux qui sont handicapés, ceux vraiment qui ne peuvent pas travailler, ceux qui ont d'ailleurs différents problèmes, qu'ils soient visuels, entre guillemets, c'est-à-dire physiquement, on sait qu'il y a un handicap et il ne pourra pas faire telle ou telle activité, ou l'autre, mentalement, qui doit être assisté pour la moindre de ses démarches, ou en tout cas qui nécessite une attention particulière. Je reviendrai plus en détail sur ça. Je ne sais pas si j'arrive à être très audible dans ce que je peux déclarer, parce que souvent ça sort de la bien-pensance et dans ce qui est communément admis. Mais ça se ramène à la réalité. Ça peut paraître arrogant tout ce que je dis. Pourtant j'arrive à le prouver. Et j'attends qu'un de mes contradicteurs me dise tu fais une erreur ici ou là. Vous voyez, je crois que c'est arrivé une ou deux fois. J'avais fait une erreur sur les poids et les mesures, et je m'en suis remis après justement à la recherche, etc. Et une deuxième fois, il me semble, où ça m'est arrivé, pareil, un reproche, et j'avais creusé mes propos. Mais de toutes les productions que j'ai pu faire, les prises de position que j'ai apportées, j'ai jamais eu de gens en contradicteur vraiment qui pouvaient me faire changer d'avis. Tous ceux qui, voyez-vous, avec qui je suis rentré en conflit, eux, je leur exposais des vraies choses à revoir, et d'ailleurs, ils ont travaillé dessus. Ils n'ont fait que m'insulter, me rabaisser. Parce que ce que je produis, ce n'est pas justement la vox populi, vous voyez, la voix populaire. Non. Quand tu es dans une forme de critique pour évoluer, à partir de là, tu en perds bon nombre. Ce qui est dommage. Donc là, cette page 39, excusez-moi, on a vu l'idée, la lutte des classes. Mais en fait, il y aura toujours des classes supérieures, inférieures. Il y aura toujours des mauvaises répartitions. Parce que dans le modèle communiste, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on fait table rase, on détruit tout ce qui existe et on refait des habitations un peu comme à Çatalhöyük au tout début de la civilisation, où tout le monde a la même dimension, la même construction que son voisin en habitation. Et ça vous paraît pas d'être une forme esclavagiste, appauvrie de l'humanité, alors qu'aujourd'hui, certes, il y a quand même des moments disproportionnés. Quand on observe certains en villa et les autres dans des petits appartements des trois haras. Mais enfin, il faut voir la grandeur au lieu de se rabaisser à chaque fois. C'est là où la lutte des classes, c'est n'importe quoi. Et on reverra que le côté de la propriété a son importance. Ça permet la démocratie, en fait. C'est comme la concurrence, qui permet également la démocratie. Page 53. On va un peu plus loin. Lettre de Marx donc à Anenkov, et j'avais mis héritage des sociétés. Mon cher monsieur Anenkov, vous auriez reçu depuis longtemps ma réponse à votre lettre du 1er novembre si mon libraire n'avait pas tardé jusqu'à la semaine passée à m'envoyer le livre de monsieur Proudhon, Philosophie de la misère. Je l'ai parcouru en 2 jours pour pouvoir vous communiquer tout de suite mon opinion. Comme j'ai lu le livre très rapidement,
Je ne peux entrer dans les détails, je ne peux vous parler que de l'impression générale qu'il a produite sur moi. Si vous le demandez, je pourrai entrer en détail dans une seconde lettre. Je vous avouerai franchement que je trouve le livre en général mauvais, très mauvais. Vous-même, vous plaisantez dans votre lettre, sur le coin de la philosophie allemande, dont M. Proudhon fait parade dans cette œuvre informe et présomptueuse, mais vous supposez que le développement économique n'a pas été infecté par le poison philosophique. Aussi suis-je très éloigné d'imputer les fautes du développement économique à la philosophie de M. Proudhon. M. Proudhon ne vous donne pas une fausse critique de l'économie politique, parce qu'il est possesseur d'une philosophie ridicule, mais il vous donne une philosophie ridicule parce qu'il n'a pas compris l'état social actuel dans son engrainement, pour user d'un mot que M. Proudhon emprunte à Fourier, comme beaucoup d'autres choses. Pourquoi M. Proudhon parle-t-il de Dieu, de la raison universelle, de la raison impersonnelle de l'humanité, qui ne se trompe jamais, qui a été de tout temps égale à elle-même, dont il faut avoir seulement la conscience juste pour se retrouver dans le vrai? Pourquoi fait-il du faible hégélianisme pour se poser comme esprit fort? Lui-même, il vous donne la clé de l'énigme. M. Proudhon voit dans l'histoire une certaine série de développements sociaux. Il trouve le progrès réalisé dans l'histoire, il trouve enfin que les hommes pris comme individus ne savaient pas ce qu'ils faisaient, qu'ils se trompaient sur leur propre mouvement, c'est-à-dire que leur développement social paraît à première vue chose distincte, séparée, indépendante de leur développement individuel. Il ne sait pas expliquer ces faits, et l'hypothèse de la raison universelle qui se manifeste est toute trouvée. Rien de plus facile que d'inventer des causes mystiques, c'est-à-dire des phrases où le sens commun fait défaut. Et là, je voulais vous emmener à cette page, en fait c'était 55 plutôt. Posez telle société civile, et vous aurez tel état politique, qui n'est que l'expression officielle de la société civile. Voilà ce que M. Proudhon ne comprendra jamais, car il croit faire grand-chose quand il appelle de l'État à la société civile, c'est-à-dire du résumé officiel de la société à la société officielle. Il n'est pas nécessaire d'ajouter que les hommes ne sont pas les libres arbitres de leurs forces productives, qui sont la base de toute leur histoire, car toute force productive est une force acquise, le produit d'une activité antérieure. Ainsi, les forces productives sont le résultat de l'énergie pratique des hommes, mais cette énergie elle-même est circonscrite par les conditions dans lesquelles les hommes se trouvent placés, par les forces productives déjà acquises, par la forme sociale qui existe avant eux, qu'ils ne créent pas, qui est le produit de la génération antérieure, par ce simple fait que toute génération postérieure trouve déjà des forces productives acquises par la génération antérieure qui servent à elle comme matière première de nouvelles productions. Il se forme une connexité dans l'histoire des hommes. Il se forme une histoire de l'humanité qui est d'autant plus l'histoire de l'humanité que les forces productives des hommes et, en conséquence, leurs rapports sociaux ont grandi. Nous sommes redevables du passé. Si aujourd'hui on peut bénéficier de certaines infrastructures, structures ou encore machineries, outils qui peuvent nous simplifier les tâches, nous aider dans la vie courante, faire progresser la science, nous sommes redevables aux sociétés antérieures. Et on va le revoir après, pareil pour l'agriculture, les techniques et tout ce qu'il en est. Et ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à cette conclusion, mais qu'ils ne voient pas que le socialisme, ce qu'il fait, c'est qu'il se présente à un certain moment, il s'accapare au nom de l'antifascisme, de la lutte des classes ou de ce genre de choses, ce qui existait, spécule dessus, épuise les ressources, ramène de nouveau au prolétariat, entre guillemets, à l'exploitation toujours plus intense, pour de nouveau se représenter, voyez-vous, refaire fleurir de quoi se nourrir, et puis comme ça, il continue, le cycle est infernal. Ce que Gustave Le Bon a déjà exposé bien mieux par sa plume dans le livre Psychologie du socialisme. Si on va plus loin, le monopole produit la concurrence. Et on reparlera de concurrence juste après. Pour éclaircir ce système d'antagonisme, prenons un exemple. Le monopole est bon, car c'est une catégorie économique, donc une émanation de Dieu. La concurrence est bonne, car c'est aussi une catégorie économique. Mais ce qui n'est pas bon, c'est la réalité du monopole et la réalité de la concurrence. Ce qui est encore pire, c'est que le monopole et la concurrence se dévorent mutuellement. Que doit-on y faire ? Parce que ces deux pensées éternelles de Dieu se contredisent, il lui paraît évident
qu'il y a dans le sein de Dieu également une synthèse entre ces deux pensées, dans laquelle les maux du monopole sont équilibrés par la concurrence et vice-versa. La lutte entre les deux idées aura pour effet de n'en faire ressortir que le beau côté. Il faut arracher à Dieu cette pensée secrète, ensuite l'appliquer, et tout sera pour le mieux. Il faut révéler la formule synthétique cachée dans la nuit de la raison impersonnelle de l'humanité. Monsieur Proudhon n'hésite pas un seul moment de se faire révélateur. Mais jetez un moment votre regard sur la vie réelle. Dans la vie économique actuelle, vous ne trouverez non seulement la concurrence et le monopole, mais aussi leur système, qui n'est pas une formule, mais un mouvement. Le monopole produit la concurrence. La concurrence produit le monopole. Pourtant, cette équation, loin de lever les difficultés de la situation actuelle, comme se l'imaginent les économistes bourgeois, a pour résultat une situation plus difficile et plus embrouillée. Ainsi, en changeant la base sur laquelle se fondent les rapports économiques actuels, en anéantissant le modèle et le mode actuel de production, vous anéantissez non seulement la concurrence, le monopole et leur antagonisme, mais aussi leur unité, leur synthèse, le mouvement qui est l'équilibration réelle de la concurrence et du monopole. Ce qui ramène après à Hayek, la route de la servitude dont on va parler. Et j'avance un peu. Donc là on était 63, 62 c'était pas mal, donc c'était... comment dirais-je, on a fait l'héritage, page 55, 62 on a fait le monopole qui produit la concurrence, mais la concurrence produit le monopole. Quand d'autres y voient dans la concurrence l'expression de la démocratie et la route vers l'aboutissement d'un juste équilibre entre la qualité, la répartition de la richesse d'un bout à l'autre de la chaîne, et non les disparités entre les très très riches et ceux exploités. Mais ça, c'est un autre phénomène. Mais je vais vous donner un exemple de la dialectique de M. Proudhon. La liberté et l'esclavage forment un antagonisme. Je n'ai pas besoin de parler ni des bons ni des mauvais côtés de la liberté. Quant à l'esclavage, je n'ai pas besoin de parler de ses mauvais côtés. La seule chose qu'il faut expliquer, c'est le beau côté de l'esclavage. Il ne s'agit pas de l'esclavage indirect, de l'esclavage du prolétaire. Il s'agit de l'esclavage direct, de l'esclavage des Noirs dans le Suriname, dans le Brésil, dans les contrées méridionales de l'Amérique du Nord. L'esclavage direct est le pivot de notre industrialisme actuel, aussi bien que les machines, le crédit, etc. Sans esclaves, sans esclavage même, vous n'avez pas de coton. Sans coton, vous n'avez pas d'industrie moderne. C'est l'esclavage qui a donné de la valeur aux colonies. Ce sont les colonies qui ont créé le commerce du monde, qui est la condition nécessaire de la grande industrie machinelle. Aussi, avant la traite des nègres, les colonies ne donnaient à l'ancien monde que très peu de produits et ne changeaient pas visiblement la face du monde. Ainsi, l'esclavage est une catégorie économique et de la plus haute importance. Sans l'esclavage, l'Amérique du Nord, le peuple le plus progressif, se transformerait en un pays patriarcal. Et là, pour exposer à Alix Sator ce qu'est la réalité, c'est que dénoncer un état d'esclavage dans l'Occident moderne, c'est du foutage de gueule. Quand tu vis dans un endroit où tu as de l'électricité qui te parvient, donc c'est-à-dire que derrière EDF, il y a des employés, il y a des ingénieurs, il y a des personnes en bout de chaîne. Quand tu vas dans les magasins, tu es bien content de tout trouver en rayon, comme je disais tout à l'heure. Que ce soit le packaging, les produits emballés, également la vérification sanitaire, pour qu'il ne soient pas vendus des produits de piètre qualité. Même si on sait l'industrie alimentaire, les additifs, produits ultra transformés. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'ils ne se retrouvent pas avec des taux de pesticides exponentiels. Il y a des contrôles. Tout ça, il est content de les avoir. C'est des êtres humains qui travaillent. Ce qu'ils nomment les esclaves. Là où il réside, il y a également l'eau qui lui parvient. Donc derrière, il y a l'eau qui est filtrée. Ces eaux usées, ce genre de choses. Des êtres humains à nouveau. Et toute une logistique qui se trouve derrière. Une hiérarchie où chacun a son propre rôle, son poste, et il permet justement qu'on fasse société. Ceux qui viennent la parasiter, c'est ceux qui sont placés en état victimaire sans rien faire et qui tirent un pognon de dingue sur les prestations sociales. En milliards. Que ce soit sur les frais de santé, sur le côté de se faire loger gratuitement,
de percevoir plus de 500, 600 balles pour aller se nourrir, par les associations qui doivent leur venir en aide également. Parce qu'ils déclarent ne pas avoir un sou, en fait, le peu d'argent qu'ils ont, ils dépensent dans les clopes, ou encore ils vont s'acheter de l'alcool, ou voilà, ou ils vont faire des cadeaux achetés sur AliExpress ou Temu. Donc on n'a aucune leçon à recevoir de gens comme ça. Chacun doit se mettre à l'action, de faire le constat de ce qui ne va pas, de regarder déjà dans ses propres actes, un peu comme un cahier des charges quand vous établissez une entreprise. Parce qu'apparemment, il y en a certains qui sont micro-patrons. Enfin, ils sont micro-entrepreneurs pour des micro-revenus. Ils le savent, il y a un cahier des charges. Si je m'engage dans cette voie, tant de dépenses pour le matériel, au niveau de mes frais d'entretien, il y en a pourtant, et puis dans mes dépenses internet également, et à la fin, qu'est-ce que je peux en retirer au niveau des abonnements, par exemple. Ou encore, dans un cahier des charges, imaginons, en dehors d'un produit, si on considérait la création de vidéos comme telle, si je prends position, est-ce que je peux me faire ban? Est-ce que ça engagera des poursuites judiciaires? Est-ce que je reste dans la légalité? Enfin, oui, établir, c'est ça. À nouveau, rien, pas d'intelligence. Donc, j'attends que quelqu'un, c'est comme, vous voyez, on était sur un sujet l'autre jour et je vais récupérer des données sur ça, la fraude au non légal. Il y a un sujet derrière, sur connaître les lois, les faire appliquer, voir comment certains les détournent et en profitent un peu comme dans La ferme des animaux de Huxley, de George Orwell plutôt. Tout le monde en accord sur les choix? Parfait. Puis les cochons dans la porcherie en train de dégueulasser la soie. La braderie de nos droits, voyez, pendant qu'ils feront la broderie de leurs lois. La population en avant défavorisée, la maçonnerie en air-plan fraternisée. C'est ce que je disais déjà. Allez plus loin dans les réflexions. Vous avez 50 ans passés pour certains. Normalement, vous devriez être efficace. On devrait vous écouter, ça devrait faire tilt, on devrait se dire, lui, c'est pas mal. On peut le suivre. Parce qu'il n'a pas fait qu'un constat. Moi, j'ai 26 ans. Pour l'instant, avec toutes les lectures, je suis encore qu'à constater. Même si je m'aiguille de temps à autre sur des solutions et que justement, je me mets à la démarche. Tac, je prends des notes. J'essaie de développer des choses, même si des fois j'échoue parce que je fais des erreurs, parce qu'il y a aussi la condition de l'échec. Et je reviens. Vous, on attend vos constructions. C'est tellement facile, comme c'était dit là-dedans, en fait, de tout faire pour qu'il y ait un État-providence qui prenne la décision en toute heure, sur toute chose, pour justement pouvoir crier sur l'État. Ils ont mal géré. De toute façon, ils nous exploitent. Retrouvez votre responsabilité. C'est comme les boomers. Hein? Le monde va mal. Aujourd'hui, on est dans un environnement complètement dégradé. Vous avez fait quoi pour vous intéresser aux industries qui polluent? Au côté du recyclage? À ces gens qui jettent des déchets dans la mer? À ce gaspillage également alimentaire? Ah ouais, parce que ouais, ça coûte cher. Hein? Il y a trop d'êtres humains, trop d'animaux sur Terre, ils sont en train de tout polluer, le gaz. Mais vous faites quoi en fait pour qu'on vienne à moins produire parce qu'il y a déjà suffisamment, mais qu'il y a trop de gâchis, donc une meilleure répartition? Vous ne travaillez jamais à rien, mais vous vous plaignez. Parce qu'apparemment, vous êtes légitime de dire que les bourgeois sont des paresseux, quand vous êtes de pauvres laborieux. On reviendra à cette notion après. Donc 63, sans esclaves, pas de coton, on est redevable, hein, c'est pareil ce que je disais l'autre jour, j'en faisais la démonstration par ce livre de Marx, où nous sommes redevables des ancêtres. Maintenant, il y a aussi le côté de certains qui se veulent panafricains, je crois, et qui disent que comme ils ont été destitués de leurs droits exploités pendant des siècles, enfin leurs ancêtres, et ben, l'Occident, s'il arrivait à un tel niveau de succès, de confort, maintenant il doit les entretenir. Il aurait redevable. Attends. Si ton frère commet un crime, est-ce que tu es responsable? Non. Alors pourquoi tu veux que je sois responsable et que je te sois redevable? Et je n'ai pas péché contre toi, ni contre ta communauté. Poussez les choses. Mettez-les dans leur retranchement. Voyez comment ils peuvent arriver à l'assaut et de nouveau échouer. Mais faites en sorte qu'ils puissent revenir. Ne les tuez pas. Laissez-leur toujours une voie de sortie, comme disait Sun Tzu, tu vois. Et tu le renvoies et il reviendra. Page 78.
Donc là, on est chapitre premier, découverte scientifique. Et moi, je veux vous emmener, 78, j'ai mis les besoins appellent les mains. Je résumais comme tel. Alors après, il importe de nous arrêter avec Monsieur Proudhon à cet acte de transsubstantiation. Je m'excuse pour la prononciation de ce mot assez difficile. Voici comment cet acte s'accomplit d'après notre auteur. Un très grand nombre de produits ne se trouvent pas dans la nature. Ils se trouvent au bout de l'industrie. Supposez que les besoins dépassent la production spontanée de nature, l'homme est forcé de recourir à la production industrielle. Qu'est-ce que cette industrie, dans la supposition de M. Proudhon? Quelle en est l'origine? Un seul homme, éprouvant le besoin d'un très grand nombre de choses, ne peut mettre la main à tant de choses. Tant de besoins à satisfaire suppose tant de choses à produire. Il n'y a pas de produit sans production. Tant de choses à produire ne suppose déjà plus la main d'un seul homme aidant les produire. Or, du moment que vous supposez plus d'une main aidant la production, vous avez déjà supposé toute une production, basée sur la division du travail. Ainsi, le besoin, tel que M. Proudhon le suppose lui-même toute la division du travail. En supposant la division du travail, vous avez l'échange et conséquemment la valeur d'échange. Autant aurait valu supposer de prime abord la valeur d'échange. Toi qui te plains de l'inflation, parce que tu n'as pas accès tous les jours à l'alimentation que tu souhaites, à manger du bœuf tous les jours, ou encore du thon, du poisson. Tu veux consommer ce que plusieurs hommes font, l'éleveur, le pêcheur, tout en ayant également dans ton assiette ce qu'a fait l'agriculteur. Donc rien qu'à toi déjà, ne produisant rien, tu demandes à 3 mains différentes de te donner tout ça. Parce qu'apparemment tu es légitime. Et je continuerai pour te donner l'accès à l'eau, pour faire en sorte que tu aies des produits d'hygiène, pour qu'il y ait bien d'autres choses encore, que tu aies accès à Internet, sans lag, que tu puisses émettre des directs, qu'il y ait une plateforme qui te permette d'obtenir de l'argent de façon sécurisée, sans que tu sois piraté, que tu aies un compte bancaire avec un conseiller à tout moment à appeler, même lorsqu'ils font des erreurs, que tes transactions soient sécurisées. Parce que certes, les banques, elles sont usurières et elles ont des mauvais travers, on peut le voir dans leurs erreurs, ou même lorsque les plus pauvres se retrouvent avec des oppositions bancaires et par ces fichages prennent en plus des agios et tout ce qu'il en est. On peut l'entendre. Il y a des choses qui ne vont pas. Mais tu ne peux pas te plaindre de tout. Parce que si demain on te faisait gérer toi-même ta propre économie, tu irais comment? Et c'est là où, prochainement, comme les élections arrivent dimanche, européennes, je vais vous parler de Asselineau et de sa proposition de sortir de l'euro. Est-ce que c'est faisable? Quelle sécurité? Quand on se remémore 1990-91 avec, comment il s'appelle, le philanthrope? Oui, on a du mal à le prononcer, le philo plutôt, pas le philanthrope, George Soros. Attaque contre la souveraineté par ses spéculations sur le système monétaire européen, qui l'a fait péricliter pour à la place le remplacer de force, imposer une sorte de nouvelle législation, un accord vers l'euro, un bloc, à nouveau un renforcement du mondialisme par son côté social, son côté politique et son imposition économique. Casser les barrières, les frontières, briser l'identité. Parce qu'en fait, il n'y a plus vraiment d'être pensant. Il suffit seulement de regarder ce qui se déroule dans notre pays. Il y a plus ce lien-là, cet intérêt, voyez-vous, à frictionner les esprits pour entamer des nouvelles réactions. Comme la chimie, vous voyez, vous mélangez plein d'éléments et vous obtenez, vous regardez, vous observez, puis vous tâtonnez, vous revenez, jusqu'à trouver la formule parfaite. La politique, c'est ça. La civilisation même, il en est de même. Parce que regarde, quand on parle du choc des cultures, et pour certains, moi j'étais pas né encore, mais ils se rappellent dans les années 80, tout le monde vivait ensemble, il y avait des conflits, mais c'était pas d'une telle ampleur aujourd'hui avec l'insécurité, le côté de racisme, parce qu'il y en a aussi, faut le dire. J'ai vu une vidéo récemment d'un ancien Français avec sa bonne femme et qui insulte un agent immobilier parce qu'il est noir. Il dit ouais,
viens pas chez moi, de toute façon, et ils te discriminent sur la pigmentation, alors que s'il faut, la personne était très bien compétente. Et c'est là où c'est ce qu'on appelle la bassesse. Et c'est ces gens qui sont dans un bocal. Ils font la répétition de toujours les mêmes tournures de phrases, les mêmes invectives envers certaines communautés. Et ils tournent. Ils kiffent, hein. Dans la petitesse, ils voient une sorte de grandeur d'esprit. Moi, quand je critique le multiculturalisme, le saccage de la France, l'incompatibilité de certaines religions ou encore de comportements et de ce qu'il en est, c'est pas quelque chose de délictuel premièrement, c'est pas quelque chose non plus de sombre. Au contraire, c'est dire remettons de l'ordre et vivons dans des proportions. Qu'il y ait des étrangers, qu'on soit enrichis par ça, avec plaisir. Que maintenant on favorise, et vous, un évincement de la culture, un remplacement par une autre, par des métissages, par le côté où on nous tourne toujours au ridicule, où c'est les autres avant les nôtres, où on laisse l'ultra-violence, l'orange mécanique. Hein, ces gens qui rêvaient d'une odyssée, mais qui sont pris dans un nid de coucou, ou un nid de cocu, on ne sait plus. Ils vont finir comme ça, et par toutes les mésaventures sous électrochoc thérapie, sur le côté où ils sont déjà fait laver le cerveau, vous voyez, ils sont déjà dans un état de choc psychiatrique quelque part. On fait quoi de tous ces malades mentaux? De tous ceux qui viennent sur notre territoire pour le salir, pour nous insulter, et autrement pour nous exposer un côté revanchard, où apparemment on leur est redevable. Et donc, lorsque je dénonce ça, et peut-être des fois de façon acerbe, trop crue, parce que j'expose des communautés qui ressortent dans les chiffres, dans les statistiques, tout en ne faisant pas, voyez-vous, mettant le voile entre guillemets sur les yeux, ou encore, voyez, en faisant l'aveugle, et en disant je ne vois même pas ce que font les occidentaux blancs aussi, les autochtones je les vois très bien ces chiffres-là. Pour eux, la même sentence. Pas de prison, t'es dans la luxure, t'es devant la... Va travailler. Tu vois pas que en France, on est dans un problème d'accès à la vraie alimentation, alors qu'on a tous les territoires qu'il faut et beaucoup qui sont en jachère. Qu'attendons-nous pour créer des nouvelles prisons qui permettront en plus à ces derniers qui ont fait des méfaits, qui ont été condamnés, preuve à l'appui, de façon claire, et où ils ont pu se défendre aussi par un avocat. D'accord. On n'est pas dans quelque chose, tiens, toi je te désigne parce que t'es de telle couleur, allez, va. Non. On est sur, toi par exemple, t'as volé la petite grand-mère, ok, on a toutes les preuves, tu passes en justice, tu ne seras pas sous bracelet électronique, c'est fini les aménagements de peine, tu ne seras pas avec un rappel à la loi en liberté à recommencer dès le lendemain, tu ne seras pas non plus dans une prison à te relaxer devant la télé ou avoir un smartphone et converser avec tes amis ou à regarder des TikTok. C'est fini. La cour de récréation, on vous ramène là. C'est terminé. Vous preniez pour les petits caïds un peu de la récré, là. Allez racketter certains, allez taper d'autres. On va vous ramener. Hop, en rang. L'autorité. La méritocratie. Combien en viennent à se perdre comme ça aussi dans oui, les trafics, la violence, même la consommation de drogue, d'alcool. Parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur journée. On leur a permis d'être dans un état où on leur donne la condition de se réveiller à 10h, 11h, d'aller traîner, de rester tard le soir avec leurs potes, à écouter de la musique, ou aller en boîte, ou aller dans des bars, ou encore à faire bien d'autres choses. On leur a laissé malheureusement cet accès. Et on s'étonne après que les trafics augmentent, que les consommateurs sont toujours plus violents, et qu'en même temps, les drogues qu'ils viennent à prendre, ce n'est plus ce qu'ils appelaient la drogue douce, du cannabis, aller à 4-5% de THC. On est dans des choses à 20-25%, parce qu'ils doivent se péter le crâne, ils sont sous azote, ils sont, comment dirais-je, ils se coupent même le cerveau de l'oxygène. Et on pense qu'on va les sortir comme ça de la situation en leur installant dans certaines régions socialistes, enfin, villes socialistes plus précisément, des salles de shoot, en leur donnant des aiguilles pour ceux qui veulent aller prendre le crack. Un retour au travail s'impose. L'autorité également, sans rentrer dans un état fasciste. Donc là, les besoins donc appellent les mains, hein, comme on l'a vu, et j'exposais à l'Ixator, ne serait-ce qu'avec le boucher,
le poissonnier et puis l'agriculteur. Déjà, 3 mains pour un besoin. Et qui ne fasse pas le maraîcher qui, voyez, produit énormément de quantité. C'est pas les courgettes ou les potirons qui vont te nourrir toute l'année. Calme-toi sur ça. Page 85. Restreindre l'abondance. Ah oui, si tu veux pas travailler. Si t'en as marre de ce capitalisme, on va restreindre l'abondance. Sinon, comment M. Proudhon aurait-il pu dire que les choses qui sont très utiles doivent être à très bas prix ou même ne coûter rien? Il lui aurait fallu conclure, au contraire, qu'il faut restreindre l'abondance, la production des choses très utiles, si l'on veut en élever le prix, la valeur d'échange. Les anciens vignerons de France, en sollicitant une loi qui interdisait la plantation de nouvelles vignes, les Hollandais, en brûlant les épices de l'Asie, en déracinant les girofliers dans les Moluques, voulaient tout simplement réduire l'abondance pour élever la valeur d'échange. Tout le Moyen-Âge, en limitant par les lois et par des lois le nombre des compagnons qu'un seul maître pouvait occuper, en limitant le nombre des instruments qu'il pouvait employer, agissait d'après ce même principe. Et c'est là où on en revient au principe de population. Ok, très bien, tu veux plus d'humains sur Terre? C'est pas un problème. Par contre, comme le socialisme ne peut plus offrir l'égalité à tout le monde, l'accès à la santé, au logement, ou encore à l'alimentation de façon concrète, sans entrer dans des carences, des malnutritions ou des sous-nutritions, et la différence entre le fait de ne pas avoir assez de calories, assez d'apports nutritifs, et l'autre d'avoir un excès de ces rentrées dans le corps. Donc, ce qu'on comprend là, c'est exactement ce que fait le gouvernement, ce qu'appelle Klaus Schwab et d'autres. Limiter l'abondance. C'est la fin de ta consommation où tous les jours tu avais une viande. On va faire un quota. On a l'impression, petit à petit, on va nous emmener dans les camps. Et c'est aussi pas des camps du travail, vraiment des camps de concentration. Où, je rappelle, des expériences étaient menées sur les plats parce qu'on était dans des périodes de disette, ou en tout cas de faibles ressources stockées sur le côté alimentaire. Et donc il fallait voir comment maintenir tout le monde en vie, continuer, voyez-vous, à les faire travailler quand même, pour après les amener de toute façon à la mort. Aïe. Tu peux pas te plaindre aujourd'hui de pas avoir de luxe, de pas pouvoir partir en vacances, ou vous voyez, de mettre de l'essence à 2 euros. C'est un luxe. Tu veux te déplacer pourquoi d'ailleurs si tu travailles pas? Pour aller faire tes courses? Parce que c'est un choix, tu veux le luxe de ne pas avoir à porter tes courses pendant 1 ou 2 kilomètres ou d'avoir à prendre les transports en commun. Donc tu veux ton luxe personnel. Une question de choix. Hey, si tu dénonces à la société capitaliste, va jusqu'au bout de tes idées. Le pétrole, l'exploitation d'êtres humains à l'autre bout de la planète, les voitures qui sont produites en série, donc des gens pareil qui travaillent à l'usine, le côté des pompistes qui ont été remplacés donc aujourd'hui par les trucs électroniques, mais ça revient au même, les routiers qui vont transporter ça. Tout ça, c'est du capitalisme. Ah, ça, géométrie variable, c'est que quand ça t'arrange. Ok, on voit le bon gauchiste encore. 85, donc j'ai lu restreindre l'abondance. Alors on fait quoi? On restreint aussi l'alimentation, l'essence, comme je disais, Internet. Page 92. Je vais essayer de conclure rapidement sur ce livre pour passer à Simone Weil. La postérité, si brusquement apostrophée, commencera par être brouillée sur la chronologie. Elle doit nécessairement se demander. Ricardo et son école ne sont-ils donc pas des économistes du XIXe siècle? Le système de Ricardo, qui pose en principe que la valeur relative des marchandises tient exclusivement à la quantité de travail requise pour leur production, remonte à 1817. Ricardo est le chef de toute une école qui règne en Angleterre depuis la Restauration. La doctrine ricardienne résume rigoureusement, impitoyablement, toute la bourgeoisie anglaise qui est elle-même le type de la bourgeoisie moderne. Qu'en dira la postérité? Elle ne dira pas que M. Proudhon n'a point connu Ricardo, car il en parle, et il en parle longuement. Il y revient toujours et finit par dire que c'est du fatras.
Si jamais la postérité s'en mêle, elle dira peut-être que M. Proudhon, craignant de choquer l'anglophobie de ses lecteurs, a mieux aimé se faire l'éditeur responsable des idées de Ricardo. Quoi qu'il en soit, elle trouvera fort naïf que M. Proudhon donne comme théorie révolutionnaire de l'avenir ce que Ricardo a scientifiquement exposé comme la théorie de la société actuelle, de la société bourgeoise, et qu'il prenne ainsi pour solution de l'antinomie entre l'utilité et la valeur en échange, ce que Ricardo et son école ont longtemps avant lui présenté comme la formule scientifique d'un seul côté de l'antinomie, de la valeur en échange. Et à ce moment-là, on en arrive à cette valeur qui dit, je cite, « Diminuer les frais de fabrication des chapeaux et leur prix finira par tomber à leur nouveau prix naturel, quoique la demande puisse doubler, tripler ou quadrupler. Diminuer les frais de l'entretien des hommes en diminuant le prix naturel de la nourriture et des vêtements qui soutiennent la vie, et vous verrez les salaires finir par baisser, quoique la demande de bras ait pu s'accroître considérablement. » Et enfin, pour conclure sur ce livre, même s'il y a bien d'autres choses dont je pourrais aborder, mais je souhaite m'arrêter là pour ne pas être trop long, on est déjà à 1h10. On va essayer de faire un format de 2 heures avec les 4 livres. Page numéro 100. L'illusion de M. Proudhon provient de ce qu'il prend comme conséquence ce qui ne pourrait être, tout au plus, qu'une supposition gratuite. Allons plus loin. Le temps de travail comme mesure de valeur suppose-t-il du moins que les journées sont équivalentes et que la journée de l'un vaut la journée de l'autre? Non. Mettons un instant que la journée d'un bijoutier équivale à 3 journées d'un tisserand. Toujours est-il que tout changement de valeur des bijoux relativement au tissu, à moins d'être le résultat passager des oscillations de la demande et de l'offre, doit avoir pour cause une diminution ou une augmentation du temps de travail employé d'un côté ou de l'autre à la production. Que 3 jours de travail de différents travailleurs soient entre eux comme 1, 2, 3, et tout changement dans la valeur relative de leurs produits sera un changement dans cette proportion de 1, 2, 3. Ainsi, on peut mesurer les valeurs par le temps de travail, malgré l'inégalité de la valeur des différentes journées de travail. Mais pour appliquer une pareille mesure, il nous faut avoir une échelle comparative des différentes journées de travail. C'est la concurrence qui établit cette échelle. Et dans cette idée, ça veut dire quoi? Que pour extraire une matière, on comptabilise le temps de travail de tous ces gens, qui après va être retravaillé en usine, donc on comptabilise le temps de travail de tous ces gens, derrière des patrons qui ont émis les ordres d'achat, les transports pour affréter et pour faire venir les produits en usine, donc extraire, les déplacer, donc déjà avoir un ordre commercial à nouveau, une pyramide, voyez-vous, de rapports dans le commerce, pour après les faire venir, les retravailler, mettre un packaging plus une publicité des nouveaux rapports. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certains produits qui seraient inaccessibles. Même si on viendrait les rediviser par rapport à l'objet, à la production qu'il y a, ils seraient inaccessibles. Je ne sais pas si vous voyez où j'en viens. C'est-à-dire que tes fraises, au lieu de les avoir à 5 euros, comme tu veux revaloriser le droit humain, la condition ouvrière et derrière rétribuer chaque heure qui a été travaillée depuis le début, la production, en fait, ton fruit, tes légumes, ce genre de choses, tu les paierais une blinde. Et il y a bien d'autres choses encore qui coûteraient hyper cher. Donc, le temps de travail de l'un ne vaut pas celui de l'autre. Et dans ces cas-là, qui établit les proportions? Qui établit la différence et le rapport entre un chirurgien dentiste et de l'autre côté, je ne sais pas, celui qui est dans le conditionnement avec un routier? Comment on fait les rapports pour établir des produits et ce qu'il en est de la finalité? C'est bien plus complexe que ça. Allons, donc là, après, il y a d'autres choses, hein, d'autres annotations, mais pour celui-là, on va s'arrêter là. Alors, je vais me mettre là. On va aller sur Simone Weil. Donc, Simone Weil, page numéro 12. Donc, avec un W. Hein. Page numéro 12, j'avais mis. Alors, la condition ouvrière, ceux qui se plaignent vraiment. Et là, on parle d'une société dans les années, je crois que c'est les années 45, un truc comme ça. 40, par là. Donc on est loin de la société moderne, avec toute l'assistance technique, la modernisation des outils,
où beaucoup sont même aujourd'hui, pour les métiers les plus pénibles, accompagnés d'exosquelettes. Les seuls vraiment qui restent encore dans une condition de précarité et de mouvements répétitifs qui viennent à épuiser, c'est ceux dans le nettoyage. Mais même là, ça commence à se robotiser. On en voit dans les grandes surfaces sur des machines. On en voit également des aspirateurs automatiques pour des bureaux. On est dans l'effacement malheureusement de certains métiers, pour émanciper ou non. Donc là, quand on a certaines images enfoncées dans l'esprit, dans le cœur, dans la chair elle-même, on comprend tout de suite. Je n'ai qu'à laisser affluer les souvenirs. Un atelier, quelque part dans la banlieue, un jour de printemps, pendant ces premières chaleurs si accablantes pour ceux qui peinent. L'air est lourd d'odeur de peinture et de vernis. C'est ma première journée dans cette usine. Elle m'avait paru accueillante, la veille. Au bout de toute une journée passée à arpenter les rues, à présenter des certificats inutiles, enfin ce bureau d'embauche avait bien voulu de moi. Comment se défendre, au premier instant, d'un sentiment de reconnaissance? Me voici sur une machine. Compter 50 pièces. Les placer une à une sur la machine, d'un côté, pas de l'autre. Manier à chaque fois un levier, ôter la pièce, en mettre une autre, encore une autre. Compter encore. Je ne vais pas assez vite. La fatigue se fait déjà sentir. Il faut forcer. Empêcher qu'un instant d'arrêt sépare un mouvement du mouvement suivant. Plus vite, encore plus vite. Allons bon, voilà une pièce que j'ai mise du mauvais côté. C'est à une période de l'histoire où justement la fainéantise n'est pas financée. Quiconque ne travaille pas crève la faim. Il n'y a pas la solidarité par les assos où tu peux te présenter avec un petit document établi par la hiérarchie administrative, on va dire l'assistante sociale qui te dit allez, tu peux accéder au resto du cœur ou aller à la banque alimentaire. À cette époque-là, tu trimes. Soit tu as travaillé, soit tu n'as rien dans l'assiette. Donc comment des gens osent aujourd'hui employer les mêmes termes que cette excellente Simone Weil? Que certains, dans leurs conditions ouvrières vraiment, qui répètent les tâches tous les jours, qui en ont des tendinites, qui en viennent à l'épuisement, qui sont lassés même de tous les jours voir les mêmes collègues, la même machine face à eux, la même tâche et les mêmes ordres, voyez, ils sont lassés. C'est à vous d'essayer d'évoluer, de changer de métier. Il y en a qui vont dire j'ai pas les moyens. Mais tout le monde, en dehors de son travail, sur le temps du week-end, s'il le souhaite, peut par exemple se mettre à la culture et travailler par exemple pour obtenir un bac. De l'obtention de ce diplôme en candidat libre, ça t'ouvrira peut-être d'autres portes. Et c'est tes choix. T'as préféré une chose. Et je l'entends, parce qu'après il y a la vie à côté, il faut aussi se divertir, il y a l'épuisement, et puis il y a les années que tu accumules, donc tu commences à te tasser, tu commences à t'essouffler. Et je l'entends. Et puis tu veux ta retraite. Parce que tu te dis, après avoir fait 10 ans, par exemple, à trimer, à faire du nettoyage, il me reste peut-être encore 15 ans, mais au moins je sais qu'à cette période-là, j'aurai ma retraite, en espérant qu'il ne recule pas, à tel taux. J'ai calculé à peu près pour mes meilleures années, les 25, en faisant une moyenne, voilà, avec tous mes trimestres acquis, ça mènera donc à 50% de cette moyenne, c'est-à-dire ça mènera, je sais pas, par exemple pour certains à 900 € de retraite, pour d'autres à 1400. Donc ils se disent ça passe, je vais continuer. Puis la biologie fait que arriver des fois même à 5 ans de l'objectif, ils se disent putain, en fait j'en peux plus, mon dos il est bousillé. Et c'était ton choix. Moi dans la société, je pense que chacun, avant d'occuper des bons postes ou ce genre de choses, on devrait exercer des métiers qui ne nous plaisent pas. Pour justement savoir de quoi il est question. Et au passage, occuper les postes. Comme ça, chacun, vous voyez, ceux qui s'en donnent les moyens, eh bien, ils pourraient, ils passeraient et puis ils évolueraient. Et on ne serait pas dans la difficulté de recruter des gens. Parce qu'il y aurait toujours justement ceux qui ont le niveau pour être au-dessus, mais qui doivent d'abord passer par en bas. Ça, c'est une des mesures qui devrait être tenue. Les personnes au RSA depuis plus de 3 ans ou 5 ans, là, c'est une volonté, c'est pas quelque chose qu'ils subissent. Tu fais 20 heures. Comme ça a été annoncé, mais pas dès le début, au bout de 3 ans. Et pas juste un mois, hein. Tu fais 20 heures, et ça pour toute la suite, jusqu'à ce que tu aies un vrai métier, où ça les forcerait de toute façon à se bouger le cul. Et
dans une limite légale, pour pas qu'il y ait de l'exploitation non plus et que les patrons en viennent à préférer obtenir les gens au RSA. Il y aurait tout un travail à faire dessus. Une exposition. Page 18. Conditions donc pénibles. On a un mouvement de recul comme devant un bain froid, mais il faut entrer. Alors c'est pareil, hein, le côté des zones non climatisées où tu travailles dans la chaleur. Aujourd'hui, par exemple, ceux qui sont dans la sidérurgie, moi j'ai une connaissance qui est dedans, ils ont carrément des aspirateurs sur le dos, hein. En plus des aspirateurs hyper modernes qui ont été installés, ils les ont sur le dos. Ceux qui travaillent en menuiserie, c'est pareil, ils ont des outils bien adaptés. Il y a comme ça en fait un confort de vie qui est amené. Seulement, il y en a qui se donnent les moyens, ils font des 40 heures, 50 heures ou 60 heures semaine. Hein, ceux qui font 60 heures, je vous tire ma révérence, chapeau bas, parce qu'il faut quand même le faire. Mais derrière, vous faites des salaires. C'est une volonté. Vous êtes des bosseurs et c'est bien, il en faut. Comparé, eux, je les entends. Pareil, ceux qui sont dans les VTC, les taxis qui se plaignent toujours. Moi, on n'est pas assez payé. Qu'est-ce que tu me racontes? Déjà, tu es assis dans un fauteuil. Tu es là. Certes, il faut de la concentration. Il faut être quand même patient avec certains clients. Il faut les accueillir et tout. Mais tu es assis dans un fauteuil. Tu pilotes. Tu as ta musique que tu peux mettre. Qu'est-ce que tu veux de plus? Quand pour la plupart, en plus, qui font ce métier, c'est des passionnés de la route. C'est-à-dire que c'est des passionnés d'automobile, de voiture. Ils kiffent conduire. Et ils sont payés pour ça. Et ils se plaignent. Parce qu'ils sont tous tirés dans les jambes, voyez-vous, pour tirer la concurrence. Pour faire sauter le titre de taxi qui existait dans certaines parties de la France, qui, derrière, c'était l'enseigne, je ne sais plus comment on appelle ça là, mais ça coûtait 100 000, 200 000, ça pouvait être un peu moins cher, mais en fait c'était un titre, t'investissais limite le prix d'une maison dedans, t'avais ta licence, tu pouvais piloter et être prioritaire sur certaines commandes, puis après arrivait la concurrence. Et les autres qui sont rentrés dedans, ils n'ont eu aucune pitié. Et aujourd'hui, c'est les mêmes, les VTC, les gens qui ont travaillé pour Uber, qui se voient maintenant mettre à l'amende parce que le monopole est présent et en plus ça rapportait pas assez. En fait, ils avaient fait, on va dire, un geste juste pour s'installer. Et oui, que les gens prennent l'habitude de les consommer par les applications, même si je crois qu'ils doivent respecter un délai de 10 minutes ou 15 minutes. Et aujourd'hui, ils se plaignent qu'ils sont moins bien payés. Que dans certains endroits, on leur a mis à peu près 1,50 € du kilomètre. Et tu crois qu'on va te plaindre? Vous n'étiez pas mobilisé pour les autres. C'était chacun pour sa gueule. Et là, on parle de concurrence entre guillemets déloyale, pas de vraie concurrence qui pourrait exister. Vous attendez quoi? Vous tous qui êtes insatisfaits pour faire votre propre plateforme. Ah, c'est plus facile à nouveau de trouver un coupable. Alors cette fois-ci, c'est pas l'État, c'est le monopole Uber. Mais pourquoi vous ne faites pas votre propre application? Vous êtes capable d'investir dans des gros gamos, 50 000, 100 000. Vous étiez capable, fut des époques, d'investir dans des licences 50 000, 100 000. Mais aujourd'hui, pour tous vous regrouper, faire un geste collectif, trouver l'établissement d'une vraie entité, en plus qui serait une société française, et peut-être qui pourrait être plus juste dans la répartition et moins gourmande dans la consommation des dirigeants ou de ceux qui gèrent la sécurité, c'est vous qui ne voulez pas. Et les consommateurs. Qui peut-être à un moment vous retrouverez entre guillemets de la dynamique et les prix retourneront à, je sais pas, 3 à 4 € du kilomètre et les gens qui se plaignent, enfin, qui viendront se plaindre, qui diront ouais, c'est trop cher une course, c'est quoi ça Uber? Allez, on se désolidarise. Les coupables sont à tous les bouts de la chaîne. Mais personne ne veut prendre ses propres responsabilités. Et le consommateur qui aujourd'hui ne se mobilise pas, par exemple, pour son chauffeur VTC, un exemple qui a l'habitude de les prendre, demain, si lui, il est infirmier, et que pareil, il est sous-payé, on lui fait faire des heures de plus, il n'a même pas le matériel nécessaire, et on le met à bout parce qu'on ubérise tout, et parce qu'on veut petit à petit diriger l'hôpital vers le secteur privé, et donc privatiser les choses, qu'ils ne viennent pas se plaindre non plus. Et puis,
Les autres, c'est pareil, qui vont dans les magasins et qui prennent les produits importés ou de premier prix parce que à côté ils veulent acheter des biscuits. Donc ils ne sont pas capables d'investir pour des aliments français, des fruits et légumes produits par nos agriculteurs qui derrière vont entamer, voyez-vous, comment je pourrais dire ça, de l'activité financière, mais c'est même pas le mot que je vais utiliser, c'est pas de l'attractivité non plus, mais voyez les emplois qui sont occupés. C'est pareil, on est dans une création d'emplois, on va dire ça comme ça, on va rester sur les choses simples. Ils s'en foutent. Ils préfèrent acheter des produits importés de tel ou tel pays, Maroc, Israël ou autre, Espagne, ou encore prendre leur miel depuis la Bulgarie, au lieu d'avoir les apiculteurs français. Pourquoi? Pour après se plaindre et pour acheter leurs produits de merde à côté. Comme je disais, le caddie, tu regardes, il est rempli. Coca-Cola, tiens, il y a des gâteaux même de sous-marque, mais ils les prennent parce que c'est sucré. Et les fruits et légumes, ils sont pas capables d'investir pour du produit français. Et ce sont les mêmes que que l'on va entendre se plaindre que leur budget, leur chariot explose, qu'ils n'ont plus la possibilité de se nourrir correctement, qu'ils sont en mauvaise santé. Tout le monde se déresponsabilise de ses propres actions, de son mode de consommation, de ses comportements et de d'autres agissements encore, de ses choix politiques, de son illusion sur ce qu'il croit connaître de la société, parce qu'il refuse justement de faire des lectures et de se mener à la culture. Il se veut directement expert. Et il n'a pas besoin de faire un cursus scolaire, il n'a pas besoin d'écouter des spécialistes ou encore de se forger une opinion par tout ce qu'il pourrait comme ça soustraire, subtiliser dans des lectures, dans des analyses. Non, il veut directement claquer des doigts et il te sort et son assertion doit être acceptable. Vous en faites pas. Je ne m'éloigne pas parce qu'en fait dedans on va en reparler de la route de la servitude. Je vais essayer d'aller rapidement sur celui-ci de Simone Weil. En plus, c'est vraiment tout petit comme livre. Ça coûte 6,60 €. Vous avez, voilà, c'est écrit en gros 120 pages à peu près. 18, 23. Donc 23, donc là, 18, c'était conditions pénibles, etc. On va passer. 23, c'est le patron qui met la pression par les chômeurs. Ça, souvent, c'est ressorti. Je pense à Lou Divergent. Non, mais tu sais, de toute façon... toi, tu connais rien aux sociétés. Moi, j'en ai fait 100 des entreprises. Déjà, pour faire 100 entreprises, c'est que tu es instable. Tu es quelqu'un qui ne t'est jamais projeté dans une carrière, quoi. Tu as toujours été un intérimaire ou en contrat précaire, mais c'était ton choix. Par contre, tu peux pas faire l'expert. Quand tu passes d'une mission à une autre, tu seras jamais bon dans un domaine. Tu n'auras que les petites bases. Et si tu peux faire ça, ça signifie que le poste que tu occupes ne nécessite pas forcément de compétences. Si tu as pu faire en même pas 10 ans plus de 100 entreprises. Mais passons ce détail, encore en plus, je pense que c'est du mytho tout ça. Il disait, oui, les patrons, tu sais, ils font en sorte de créer, comment dirais-je, des chômeurs pour avoir des gens à recruter. Alors qu'aujourd'hui, on le sait, c'est définitif, hein, c'est vérifiable qui s'en donne les moyens pour aller observer. Les boîtes d'intérim vont carrément jusqu'à des parkings de supermarchés ou autres pour aller recruter. Il y a un état de faiblesse de leur côté parce qu'il n'y a plus assez de candidats. C'est-à-dire, il y a trop de chômeurs, des gens qui ne veulent pas travailler parce qu'ils considèrent que c'est pas assez payé, et donc le rapport de force s'est inversé. Et c'est pas pour autant que les gens vont travailler. Pourtant, les salaires, il y en a certains, 27 000, 30 000 euros annuels pour le métier qui est demandé, c'est largement acceptable. Mais ils veulent pas, parce qu'ils sont mis en tête que s'ils travaillaient, au minimum, c'est pas pour 1008 ou 2000. Ah non, c'est pour 3-4 cas. Et t'as quoi comme compétence à proposer? Et à nouveau, on retourne toujours les pieds à terre, voyez. Nous, on retourne dans l'humilité quand eux ont décollé dans leur utopie, dans leur dénonciation d'une société qui serait partout dépassée, mauvaise, dans une gestion catastrophique. Et ce côté-là, des patrons qui mettent la pression par les chômeurs, je l'accorde. Dans les années 30, 40, on peut la retrouver. Mais aujourd'hui, un patron qui te dit qu'il veut te mettre la pression, déjà t'es libre de postuler premièrement.
tu peux trouver des choses qui peuvent convenir. Comme je disais, à 13, 14 euros de l'heure, c'est bon, tu vas pas non plus te plaindre quand c'est pour faire de la remise en rayon ou pour ce genre de choses. Si tu veux évoluer et avoir plus, donne-en toi les moyens. C'est dingue quand même. Et après, il y a la concurrence homme-femme, etc. sur le marché. Enfin, ça existera toujours. Page 35. Et ça, mais comme je disais, c'est un prétexte pour pas aller travailler. Je veux dire, on est mis en confrontation. De toute façon, c'est la concurrence des uns contre les autres. On est individualiste. Et quand tu les écoutes, après, par la suite, ils montent leur propre micro-entreprise pour se mettre en concurrence avec soit les chaînes télévisées, soit d'autres producteurs sur Internet, ou soit se sentir indépendant. Et pour prendre plus que nécessaire. La concurrence. C'est l'ubérisation de la société, comme je disais. 35, donc contrôler les comptes. Ça, c'était intelligent, ce qu'elle me disait par contre à l'époque, Simone Weil. C'est qu'il y a certains patrons qui sont véreux et qui vont faire des coupes budgétaires en disant non, en fin d'année, il n'y a pas de prime pour toi, on ne peut pas t'augmenter, on n'a pas assez de revenus, ou même carrément, on va devoir enlever un poste parce que là, on ne fait pas assez de chiffres. En fait, le pas assez de chiffres, tu regardes, c'est surtout les bénéfices qu'il veut se mettre. Hein, ses frais de service, le véhicule de fonction, la bouffe du midi. Le ticket resto, il est plus à 10 balles pour lui, il est passé à 50. Ce genre de choses. Là, que partout où les patrons invoquent comme motif de résistance la nécessité de boucler le budget, les ouvriers établissent une commission de contrôle des comptes constituée par quelques-uns d'entre eux, un représentant du syndicat, un technicien membre d'une organisation ouvrière. Pourquoi? Là où l'écart entre les revendications, celles que les patrons ont, et les offres du patronat est grand, n'accepteraient-ils pas de réduire considérablement leurs prétentions jusqu'à ce que la situation de l'entreprise s'améliore, et sous la condition d'un contrôle syndical permanent? Ça, c'était une bonne proposition. Alors, petit rappel à Alix ou encore à Loup Divergent, page 44. Cette dernière erreur est entretenue par une certaine confusion de langage. On parle sans cesse actuellement de la production. Pour consommer, il faut d'abord produire, et pour produire, il faut travailler. Voilà ce que, depuis juin 1936, on entend répéter partout, du temps jusqu'aux organes de la CGT, et ce qu'on entend, bien entendu, contesté nulle part, sinon par ceux que font rêver les formes modernes du mythe du mouvement perpétuel. C'est là, en effet, un obstacle au développement général du bien-être et des loisirs, et qui tient à la nature des choses. Mais par lui-même, il n'est pas aussi grand qu'on l'imagine d'ordinaire, car seul est nécessaire à produire ce qu'il est nécessaire de consommer. Ajoutons-y encore l'utile et l'agréable, à condition qu'il s'agisse de véritable utilité et de plaisir pur. Ce qui veut dire que produisons et consommons ce qui est nécessaire à la vie. La bouffe, l'eau et certains services, les soins, la médecine, ce genre de choses. Mais alors, les déclarations sur Internet, ceux qui déclarent que leurs vidéos, leur contenu qu'ils proposent, c'est un métier. Du coup, on n'est pas dans ce qui est utile. On n'est pas dans une vraie production qui amène un intérêt pour la société. Donc alors, on en revient au tout début. De là où on était d'accord il y a quelques années. Que parler sur Internet, réagir à l'actualité, partager son opinion, ne mérite aucun argent. Rien. Et là, j'en vois certains s'exciter. Ouais, mais toi, t'as vu, sur ton premier tome, Nom de code Nouvel Ordre Mondial, t'as fait un assemblage et tu l'as proposé sur Amazon. En fait, l'assemblage, avant d'être sur Amazon, il a été mis en PDF, il a été partagé, et après les gens l'ont demandé en papier. J'ai déjà prouvé, je n'ai tiré aucun bénéfice. Je n'ai pas fait une levée d'appel aux dons sur PayPal ou ce genre de choses pour dire s'il vous plaît, financez-moi mon livre. Non. La réédition Nom de code Nouvel Ordre Mondial pour la guerre ouverte contre les peuples, je le propose à nouveau gratuitement. C'est même pas camouflé ou autre, c'est partout sous les vidéos, ça apparaît. Si tu le veux gratuitement, phenotixevolution@outlook.fr, je le dis dans les vidéos. Je tire aucun bénéfice. Donc, vos critiques sur ces points-là, franchement, c'est d'une bassesse. Vous, par contre, vous déclarez que c'est un métier. Et vous n'êtes pas irréprochable.
Et si on revient à votre critique du capitalisme, vous ne méritez même pas de financement. Les gens font ça parce qu'ils se divertissent avec vous. Mais vous ne les amènerez jamais à un état de conscience. Et vous le savez. Pour consommer, il faut d'abord produire. Alors après, plus loin, page 52. Donc utiliser les étrangers, pareil, pour faire baisser le prix de recrutement et faire en sorte que les emplois, voyez-vous, soient occupés par les étrangers et qu'en fait les Français ou autres soient découragés de trouver la voie de ce travail. Et comme ça se passe actuellement, tu veux pas travailler, les étrangers qui sont venus pour une grande partie, c'est des feignants, ils ont obtenu les papiers français, ils sont mis aux aides sociales, donc on va faire appel aux robots. En fait, on résout jamais le problème. Quand est-ce que les gens se réveillent et agissent vraiment? Qui se disent, c'est bon, c'est moi, je dois suer, je dois ramener ce qu'il faut dans mon assiette. Arrêtez de tendre la main à chaque fois. Mais bon, personne ne veut réagir sur ça. Quant au gouvernement, son action serait décisive en cette matière s'il agissait, car un certain nivellement dans les conditions d'existence des ouvriers des différents pays, nivellement vers le haut, si l'on peut ainsi parler, ne peut guère être conçu que comme un élément dans ce fameux règlement général des problèmes économiques mondiaux que chacun reconnaît comme indispensables à la paix et à la prospérité, mais qu'on n'aborde jamais. Réciproquement, l'action ouvrière sera par un triste paradoxe, et malgré les doctrines internationales, un obstacle à la détente des rapports internationaux aussi longtemps qu'on se laissera vivre dans la déplorable incurie actuelle. C'est ainsi que les ouvriers français redouteront toujours de voir pénétrer en France les travailleurs des pays surpeuplés aussi longtemps que les étrangers y seront légalement abaissés à une situation de paria, privés de toute espèce de droit, impuissants à participer à la moindre action syndicale sans risquer la mort lente par la misère expulsable à merci. Et on s'en remet aux gauchistes. Quand on a, je crois que c'était Aubry qui disait « Mais vous voyez, si on enlève les immigrés, c'est qui va vous livrer le Deliveroo ? Et si on enlève les immigrés, c'est qui va faire le tri de colis ?» Peut-être que si on arrêtait d'en importer, les gens seraient plus à même d'aller travailler. Parce qu'il y aurait moins de crise du logement. Que les coûts, du coup, seraient diminués pour le logement, puisqu'il y aurait moins de tensions sur ce secteur. Que derrière, l'agriculture française laisserait plus de disponibilité sur notre territoire. Donc pareil, moins de flux tendus. On est rentré dans un moment où ils ont voulu importer des étrangers pour favoriser le travail que soi-disant les Français ne voulaient pas faire, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est que seulement on leur a laissé une voie de garage en leur disant « Vous inquiétez pas, prenez pas ces métiers, c'est pas pour vous. Allez au RSA ou au chômage. » Et d'ailleurs, on a laissé croire dans l'imaginaire collectif que la plupart des Français autochtones blancs étaient des feignants, qui n'occupaient pas les postes des boueurs, qui ne faisaient pas le ménage, qui n'étaient pas non plus, par exemple, boulanger ou ce genre de choses, de métiers pénibles. C'est un mythe. Dites-moi où majoritairement vous retrouvez les étrangers. C'est un mythe. Il suffit seulement de regarder combien on dépense dans les aides sociales qui leur sont attribuées, le nombre de personnes qui ne travaillent pas, plus tous ceux qui font les méfaits sur notre territoire parce qu'ils vont voler, parce qu'ils vont encore faire des agressions, parce qu'ils vont trafiquer. Et combien ils coûtent en frais judiciaires, en frais de santé, puisque derrière, ils acheminent les drogues et aujourd'hui, ça s'est répandu et c'est devenu quelque chose de banal. Et je peux comme ça développer encore. Comme le dirait Simone Weil, sur ça je la rejoins, nous sommes déracinés de notre pays. Bon, elle parle par rapport à la condition prolétaire. Mais on ne sait pas pourquoi. Se promener dans les faubourgs, apercevoir les chambres tristes et sombres, les maisons, les rues, n'aide pas beaucoup à comprendre quelle vie on y mène. Le malheur de l'ouvrier à l'usine est encore plus mystérieux. Les ouvriers eux-mêmes peuvent très difficilement écrire, parler ou même réfléchir à ce sujet, car le premier effet du malheur est que la pensée veut s'évader. Elle ne veut pas considérer le malheur qui la blesse. 1930-1940. Une France majoritairement blanche, autochtone,
avant qu'il y ait l'immigration massive des années 70. On décrit quoi? Un peuple asservi. Des jeunes qui travaillent. On fait en sorte quand même de mettre une légalité en dessous de 10 ans, je crois que ça ne travaille pas. Mais des jeunes travaillent. Des parents en viennent même à souhaiter la mort de leur enfant. Voyez. Ou à ce qu'ils grandissent pour au plus vite les mettre dans le monde du travail. Ça, c'est déclaré par Simone Weil. Loin de l'utopie où les Blancs, depuis le XVIIIe siècle, ont fait que de la traite de Noirs. Et c'est que les Noirs qui sont au champ, c'est que les Noirs qui sont dans les usines. Ou que les pauvres maghrébins racisés ou ce que l'on veut. C'est d'ailleurs eux, apparemment, qui ont fait la France, qui l'ont fondée. Et quand on revient dans les archives, les photos disent tout le contraire. Les statistiques également. Et les témoignages tout autant. Mais on les a laissés nous insulter. Privilégier les autres avant les nôtres, mais quelle honte. On est le seul peuple, même pas le peuple. On est le seul pays avec des traîtres à bord. Des socialistes. Et d'autres qui se déclarent de droite, mais qui sont tout autant socialistes. Parce qu'ils ont plus qu'une graine qui a poussé dans la main. Là, c'est pas qu'un poil. On pourrait y voir un arbre et ses multiples branches. Vu les années que ça fait que certains sont assis dans un canapé à donner des leçons d'ordre à tout le monde, à donner les bons points et les mauvais. Déraciner notre pays. Et elle en arrive, ça s'appellera à Lamine Maximus. La preuve en est que sur 100 enfants nés dans les familles bourgeoises, la proportion de ceux qui, une fois hommes, ne font que des tâches machinales est bien moindre que pour 100 enfants d'ouvriers, quoique la répartition des aptitudes soit en moyenne vraisemblablement la même. Le remède n'est pas difficile à trouver, du moins dans une période normale où le métal ne manque pas. Toutes les fois qu'une fabrication exige la répétition d'une combinaison d'un petit nombre de mouvements simples, ces mouvements peuvent être accomplis par une machine automatique, et cela sans aucune exception. On emploie de préférence un homme parce que l'homme est une machine qui obéit à la voix et qu'il suffit à un homme de recevoir un ordre pour substituer en un moment telle combinaison de mouvements à telle autre. Mais il existe des machines automatiques à usage multiple qu'on peut également faire passer d'une fabrication à une autre en remplaçant une came par une autre. Elle dénonce déjà une condition où hommes-femmes sont mis en concurrence pour trouver des emplois. En dehors de ça, on les met également à l'épreuve en leur disant qu'il y a beaucoup de chômeurs qui voudraient leur poste, qui en rêvent. Et elle veut ajouter en plus de la machinerie pour remplacer les postes. Comme ça, tout le monde est dans la précarité et allez hop, les bourgeois, eux, possèdent toutes les machines, possèdent la production, les matériaux et ce qui va se vendre, donnent un petit revenu universel histoire d'avoir le bétail, le cheptel, l'entretenir comme ils le souhaitent. Et une année, tu as droit de consommer, l'année suivante, c'est la disette. Une année, on te propose tout ce que tu veux et ce qui suivra par la suite, c'est... Hop, on met un holà à tout ça. Et là, vous étiez dans l'abondance, c'est terminé. Ça sera tout pour ce livre, même s'il y a bien d'autres choses encore à revoir. Elle mettait quand même... il y a beaucoup de conformité et de conditionnement et aussi, à la page 80, elle mettait... L'esclavage, pour être accepté, doit durer assez chaque jour pour briser quelque chose dans l'homme. Qu'après, elle parlait également de la transmission de savoir aux enfants, de l'importance des métiers, et elle attaquait la religion, tout comme les autres socialistes d'ailleurs. On en avait déjà parlé. Engels, socialisme utopique et socialisme scientifique, et le socialisme physique relevant du scientifique. Alors là-dedans, j'avais préparé page 24. Donc on est à 1h45, je pense que je vais dépasser, on sera sur un format de 3 heures. J'espère ne pas trop tirer, conserver votre intérêt. Et on passe à la suite. Page 24. Soulèvement par les paysans. Attendez, je vais également mettre cette... Page 24. Dans les 3 révolutions. Il est assez curieux que dans les 3 révolutions de la bourgeoisie, la paysannerie fournisse
les armées pour soutenir le combat et qu'elles soient la classe qui doivent être ruinée par les conséquences économiques de la victoire. Un siècle après Cromwell, la yeomanerie avait vécu. Cependant, sans cette yeomanerie et sans l'élément plébéien des villes, jamais la bourgeoisie livrée à ses propres forces n'aurait pu continuer la lutte jusqu'à la victoire et n'aurait pu faire monter Charles Ier sur l'échafaud. Pour que ces conquêtes de la bourgeoisie, qui était mûre et prête à être moissonnée, puissent être assurées, il fallait que la Révolution dépassât de beaucoup le but, exactement comme en France en 1793 et comme en Allemagne en 1848. Il semble que ce soit là une des lois de l'évolution de la société bourgeoise. Vous avez après sélectionné la page numéro 16. Attendez, non, que je ne me perde pas, la page numéro 25 plutôt. L'aristocratie donc en profite. Par conséquent, à partir de Henri VIII, l'aristocratie anglaise, loin de contrecarrer le développement de la production industrielle, chercha au contraire à en bénéficier indirectement, et il s'est trouvé un grand nombre de grands propriétaires fonciers, toujours disposés, pour des raisons économiques et politiques, à coopérer avec les leaders de la bourgeoisie industrielle et financière. Le compromis de 1689 s'accomplit donc aisément. Le butin politique, les richesses et les places étaient abandonnés aux grandes familles nobiliaires plutôt. À condition que les intérêts économiques de la bourgeoisie commerciale, industrielle et financière ne fussent pas négligés. Et ces intérêts économiques étaient à l'époque suffisamment puissants pour déterminer la politique générale de la nation. Il y avait bien des querelles sur les questions de détail, mais l'oligarchie aristocratique, compilée avec ses autres, comprenait que la prospérité économique était irrévocablement liée à celle de la bourgeoisie industrielle et commerciale. À partir de ce moment, la bourgeoisie devint une fraction composante, humble, mais officiellement reconnue des classes dominantes de l'Angleterre, ayant, avec les autres fractions, un intérêt commun au maintien de la suggestion de la grande masse ouvrière de la nation. Le marchand ou le manufacturier occupa la position de maître, ou comme on dit plus tard, de supérieur naturel vis-à-vis de ses ouvriers commis et domestiques. Page numéro 32. 32-33, exportation, ok, donc on était là. En effet, les bourgeois anglais étaient d'ordinaire à cette époque des parvenus sans culture, et ne pouvaient faire autrement que d'abandonner à l'aristocratie les situations supérieures de l'État où il était nécessaire d'avoir d'autres qualités que l'étroitesse insulaire et la suffisance insulaire, rehaussée de roublardise commerciale. Même aujourd'hui, les débats interminables de la presse sur une éducation bourgeoise moyenne démontrent surabondamment que la bourgeoisie anglaise ne se croit pas assez bonne pour une éducation supérieure et ambitionne quelque chose de plus modeste. Ainsi même, après l'abrogation des lois sur les céréales, on considéra comme une chose entendue que les hommes qui avaient remporté la victoire, les Cobden, les Bright, les Forster, etc., devaient être exclus de toute participation au gouvernement officiel du pays. Et alors, attendez, parce que j'avais vu ça quelque part. C'était là, je crois. Et, même en affaires, la suffisance du chauvinisme national est un triste conseiller. Jusqu'à tout dernièrement, le fabricant anglais, vulgaire, considérait comme au-dessus de la dignité d'un Anglais de parler une autre langue que la sienne, et il était fier que des pauvres étrangers s'établissent en Angleterre et les déchargeassent des tracas de la distribution de ces produits à l'étranger. Jamais il ne songea que des étrangers, la plupart des Allemands, s'emparer de la sorte d'une large partie du commerce étranger de l'Angleterre, importation et exportation, et que les commerces extérieurs anglais directs arrivaient à être limités presque exclusivement aux colonies, à la Chine, aux États-Unis et à l'Amérique du Sud. Il ne remarqua pas davantage que ces Allemands commençaient et étaient dans les affaires à commercer avec d'autres. Allemands à l'étranger qui graduellement organisèrent un réseau complet des colonies commerciales sur toute la surface du globe. Mais quand l'Allemagne, il y a 10 ans, commença sérieusement à produire pour l'exportation, ce réseau l'a servi à merveille pour accomplir cette transformation en un si court temps, d'un pays d'exportation de céréales en un pays d'exportation de produits industriels de première importance. Je pense que ça sera tout pour aujourd'hui. On reviendra sur ce livre
parce que là on est à 2 heures, et il y aura donc ces 2 livres qu'on reprendra. Je vous remercie pour votre écoute. À la vérité, notre avenir, les valeurs sont ancrées, la victoire assurée. À très bientôt.